Bonsoir à tous et bienvenue ici en direct de Tourcoing pour le grand débat de l'entre-deux tours de ces élections départementales et régionales que vous regardez sur BFM TV, sur BFM Grand Lille et sur BFM Grand Littoral. Nous avons 3 petites minutes de retard parce que figurez-vous qu'à Tourcoing, comme partout ailleurs en France, il y a de la circulation. Ça tombe bien, nous parlerons des transports au cours de ce débat. Bonsoir Karima Deli. Bonsoir. Bienvenue, merci de nous accueillir. Vous êtes un peu en retard, vous étiez dans les bouchons, vous nous expliquerez d'ailleurs peut-être, nous allons parler des transports de votre région. Vous êtes tête de liste l'Union de la gauche et des écologistes. Vous avez recueilli 18,97% des voix au premier tour. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir. Merci de nous accueillir également. Vous êtes tête de liste du Rassemblement national et vous avez recueilli 24,37% des voix dimanche dernier. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Vous êtes président sortant de cette région, candidat à votre réélection et vous avez recueilli 41,42% des voix dimanche dernier. Voici les 5 questions qui regroupent 5 thématiques que nous allons évoquer avec vous au cours de ces 2 prochaines heures. La sécurité, faut-il plus de pouvoir pour la région? Les transports, comment améliorer le quotidien des habitants? Les délocalisations, il s'agit d'économie, comment les empêcher? Les éoliennes, pour parler d'environnement, est-ce que c'est une solution ou un peu de pollution? Et puis un débat plus politique, est-ce que ces régionales dans les Hauts-de-France spécifiquement ont un peu un avant-goût de la présidentielle qui nous attend dans moins d'un an maintenant? Adrien Lannoy est avec moi. Bonsoir Adrien. Bonsoir Jean-Baptiste. Mon confrère de BFM Grand Lille, il vous apportera des précisions, des chiffres pour chacun des thèmes que nous allons aborder. Vous ferez écouter des questions des habitants de votre région. Nous allons commencer. Je précise que votre position sur le plateau a été tirée au sort, tout comme l'ordre des prises de parole pour la conclusion tout à l'heure, en fin d'émission. Et maintenant, pour l'introduction, Karima Deli, c'est vous qui avez été tirée au sort. Pour commencer, l'abstention dans les Hauts-de-France a dépassé les 67% dimanche dernier. Karima Deli, comment pensez-vous remobiliser les électeurs? Dimanche dernier, personne n'a gagné. La grande gagnante, c'est l'abstention. J'ai entendu votre ras-le-bol, les fameuses promesses pendant 6 ans, beaucoup de blabla, pas de résultat. Alors je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas voté, et notamment la jeunesse. Dimanche prochain, ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez pas la droite faire de ces élections régionales la primaire à la présidentielle. Mais avec ce bulletin, nous avons une occasion unique de relever notre région. Alors aidez-nous à devenir la première région de la transition écologique et de la justice sociale. Aidez-nous à mettre en place cette écologie qui nous ressemble et qui nous rassemble, cette écologie populaire. Aidez-nous à faire en sorte que l'emploi de demain et les filières d'avenir émergent. Aidez-nous à faire en sorte que notre région soit en pleine santé et mettre fin aux déserts médicaux. Aidez-nous à stopper les pesticides et faire en sorte que l'alimentation de nos enfants soit saine. Mais aidez-nous à permettre et rendre la culture à tous et tous accessible. Aidez-nous à être l'alternative heureuse entre la droite et l'extrême droite. En gros, vous l'avez compris, nous avons un grand rendez-vous ensemble dimanche prochain. Nous devons créer la surprise, alors allez voter et je compte sur vous. Merci beaucoup Karima Deli. 1 minute Sébastien Chenu pour la même question. Comment comptez-vous mobiliser les électeurs? Avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour les habitants du sud de l'Aisne et de l'Oise qui ont subi des intempéries. J'étais moi-même dans l'Oise hier. Je veux d'abord penser à eux parce que commencer un débat politique sans penser à ceux qui souffrent, c'est passer probablement à côté de notre vocation. Dimanche dernier, vous l'avez dit, 68% des habitants, près de 68% des habitants de la région se sont abstenus. C'est la France populaire, ce sont les jeunes qui ne sont pas allés voter. Certes, ça en dit long sur l'absence de résultats et l'absence de lisibilité des politiques qui sont menées dans la région. Le scrutin a été mal organisé, c'est vrai aussi, mais les sortants se frottent les mains aujourd'hui. Le système, lui, se frotte les mains parce que même avec 5% d'électeurs, il serait content de pouvoir se faire réélire. Les sortants qui sont responsables de cette situation. Alors je lance un appel à tous ces électeurs qui ont voté Marine Le Pen ici en 2017 dans les Hauts-de-France, ils sont nombreux. Je leur dis, allez-y. Certains, comme Xavier Bertrand, veulent vous casser la mâchoire. D'autres, comme Dupond-Moretti, voulaient vous chasser. Eh bien, allez-y. Venez voter dimanche. Venez montrer que l'avenir, c'est vous qui allez en décider. C'est vous qui l'avez entre vos mains. Ne laissez pas passer cette chance historique d'une belle et grande alternance dans notre région des Hauts-de-France. On en a bien besoin. Merci beaucoup Sébastien Chenu. Xavier Bertrand, vous êtes le sortant mis en cause par vos 2 adversaires. Comment comptez-vous contrer cette abstention dimanche prochain? En continuant à faire campagne et en expliquant. En expliquant ce que nous voulons faire pour les 6 ans qui viennent. Nous battre. Nous battre pour les gens de la région. Je suis très fier d'avoir été à la tête de cette région avec mon équipe et on s'est battu. On s'est battu pour ceux qui habitent au cœur des métropoles comme Lille et pour ceux également qui habitent au cœur de la ruralité. On s'est battu pour des gens qui vont bien, qui avaient besoin aussi de créer davantage d'emplois. On s'est aussi battu pour ceux qui ne vont pas bien.
J'ai été le président de tout le monde, de ceux qui avaient voté pour moi, de ceux qui n'avaient pas voté pour moi et de ceux qui n'avaient pas voté du tout. Et dans les 6 ans qui viennent, on va continuer à se battre pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour la santé, pour la sécurité, pour la ruralité aussi, parce que personne ne doit être oublié, et pour l'avenir des jeunes. Je veux montrer que nous sommes une région qui a de l'avenir, dans laquelle, quand on a un problème, on peut rebondir, on peut s'en sortir. Et ça, de toutes mes forces, je me consacrerai avec mon équipe à travailler pour l'intérêt général et aussi à faire barrage aux dirigeants du Front National qui ne feraient qu'accentuer les malheurs et les difficultés de notre région. Merci à tous les trois. Nous allons maintenant ouvrir le premier dossier, les consacrés à la sécurité. Adrien, la sécurité, préoccupation principale des Français. C'est même la première préoccupation pour 44% des habitants des Hauts-de-France, devant même l'emploi ou encore le pouvoir d'achat. Et c'est tout récent, c'est un sondage ELAB pour BFM TV. Alors pourtant, ce n'est pas une compétence directe des régions. Les conseils régionaux, en fait, n'ont qu'une marge de manœuvre assez limitée en la matière. Ils n'ont aucun pouvoir de police ou de justice, mais ils peuvent quand même financer certaines actions ou infrastructures au travers de subventions aux collectivités, concrètement. Et par exemple, un soutien à la vidéoprotection dans les gares, les trains, dans les 420 lycées de la région, ou encore une aide financière pour équiper les polices municipales. Lors du mandat précédent, pour vous donner un chiffre, la sécurité a représenté près de 486 millions d'euros de dépenses en 6 ans. Ça correspond à 2,2% du budget total de la région. C'est de votre bilan dont on parle, Xavier Bertrand, à la tête de cette région. Lorsque vous voyez ce chiffre, 44% des habitants de votre région se disent encore préoccupés par la sécurité. Est-ce que vous considérez que c'est un échec pour vous ? La sécurité, la première responsabilité, c'est celle de l'État. Et on voit bien que la situation en 2021 n'a rien à voir avec la situation de 2015. On a beaucoup agi, notamment dans ce qui est de la compétence des régions, aux abords des lycées et dans les transports. On a recruté la police ferroviaire. Nous avons passé une convention avec la gendarmerie. Il y a eu plusieurs centaines de patrouilles de gendarmerie. On a équipé un grand nombre de nos gares et on continue. Les trains aussi. Sauf que maintenant, je pense que chacun doit s'y mettre davantage. Des communes, même les collectivités qui n'ont pas la compétence, je pense aux conseils régionaux. Nous allons donc financer des équipements de vidéoprotection dans toutes les communes, urbaines comme rurales, parce que je ne veux pas que la délinquance s'installe en milieu rural. Nous allons aussi financer les équipements, que ce soit des véhicules, ça peut être des gilets pare-balles, ça peut être des équipements de transmission pour les polices municipales, encore une fois, en ville comme en ruralité. Mais une chose est certaine, si on veut vraiment que ça change, c'est la question de la réponse pénale. Casser l'impunité qu'il peut y avoir dans notre pays, et pour cela, vous le savez bien, ce sont des sujets qui seront réglés dans 10 mois, au moment de l'élection présidentielle. C'est un sujet dont vous avez fait votre slogan, hein, Sébastien Chenu, la sécurité. Ce n'est pas le slogan, mon slogan, c'est une région qui vous protège. Parce qu'évidemment, l'insécurité, vous l'avez rappelé, c'est la préoccupation numéro 1 des habitants des Hauts-de-France et plus largement la préoccupation numéro 1 des Français. Or, on ne peut pas se trouver d'excuses en la matière. On ne peut pas dire aujourd'hui on ouvre les yeux parce que la situation, elle s'est fondamentalement dégradée. Mais on sait que la sécurité, que l'insécurité, par exemple, explose dans la ruralité. Les cambriolages ont explosé, par exemple, en tirage. Donc vous faites le même constat, finalement, tous les deux. Oui, mais moi, je n'ai pas été en responsabilité. Et vous savez, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'excuses à trouver à ceux qui ont été en responsabilité parce que lorsque vous avez la possibilité d'avoir des leviers, il faut les actionner. Vous pouvez rester totalement passif, comme l'a été Xavier Bertrand sur ce dossier-là, 2% du budget, vous l'avez rappelé. 2% du budget consacré à la sécurité. Je note que d'autres présidents de région ont fait d'autres choix. Ils ont mis des millions d'euros. En Rhône-Alpes, c'est, je crois, 160 millions d'euros qui ont été consacrés à la lutte contre l'insécurité. Donc c'est un choix à faire. Vous pouvez regarder passer les trains, vous pouvez dire que vous ne pouvez rien faire, et puis vous pouvez agir. Eh bien moi, j'ai choisi effectivement d'agir, parce qu'il ne s'agit pas d'apparaître ferme au moment des élections, et puis ensuite d'accepter de laisser faire. Xavier Bertrand, par exemple, lorsqu'il était ministre, il a accepté qu'il y ait 12 000 suppression de postes de policiers dans le gouvernement, puisque M. Bertrand parlait du national. Mais moi, je pense qu'on a une réponse à apporter. Le bilan, il est famélique, il est ridicule en matière de sécurité. La première chose, c'est de devenir partenaire des collectivités. Évidemment qu'il faut aller plus loin. Évidemment, il y a les obligations, sécuriser les transports. Vous savez, on a 364 haltes et gares dans la région. 364. 30 ont été vidéoprotégées. Est-ce que c'est sérieux ?
sincèrement. Même chose, les agents de sécurité dans les transports. Il y a eu 35 recrutements. Est-ce que c'est sérieux? Nous en proposons 215 pour, à partir de 16 heures, sécuriser les transports. Être partenaire, c'est financer des brigades canines, des équipements. On a cette volonté, mais si vous me permettez, parce qu'on va en reparler, on pourra la développer. Cette volonté, c'est une priorité parce que rien n'est possible sans sécurité. Rien n'est parole possible. Équivalent, s'il vous plaît, Sébastien Chenu. Je donne la parole à Karima Deli sur ce sujet de la sécurité. On le voit, il y a ceux qui crient beaucoup, mais qui n'ont rien fait. Monsieur Chenu et Monsieur Xavier Bertrand étaient dans le même parti lorsque, notamment sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, 10 000 policiers de proximité ont été supprimés. Je rappelle que la sécurité n'est pas réellement de la compétence, et vous avez raison de le dire et de le redire, n'est pas de la compétence de la région. Au point que dans le dernier budget de la région, vous voyez, ça c'est le budget, il est écrit sécurité 0 €. Donc, si c'est de la compétence de l'État, je crois que M. Darmanin est en charge de la sécurité. Au lieu de faire de l'esbrouf dans les élections régionales et de même pas être capable de faire justement une bonne organisation de nos élections, il ferait mieux de s'occuper de ça. Maintenant, la véritable question, et je le dis, la sécurité dans la région, tout d'abord, c'est dans le ferroviaire. Donc, moi, à la tête de la région, je ferai en sorte d'embaucher, oui, des effectifs de police ferroviaire. Parce qu'il y a ceux qui parlent des transports, mais moi, je les prends. Et je suis une femme. Et oui, parfois, je peux me sentir en insécurité. Donc, il faut embaucher. Deuxième chose, la sécurité, ce n'est pas seulement dans le ferroviaire, c'est aussi dans les lycées. C'est la raison pour laquelle nous embaucherons des médiateurs pour accompagner notamment notre jeunesse sur des actes, notamment de délinquance ou d'incivilité. Troisième chose, et j'insiste, parce que messieurs, vous êtes bien bavards sur notamment la sécurité, mais moi je voudrais tous qu'on soit mobilisés sur notamment la sécurité des femmes. Je rappelle que sur les homicides, sur les violences faites aux femmes par leurs ex-conjoints ou par leurs conjoints qui meurent sur les coups de ces drames, ce sont des chiffres, ce sont réels. C'est la raison pour laquelle je serai la présidente qui mettra en place des maisons qui viendront protéger l'ensemble de ces femmes et parfois les enfants. Vous savez, la sécurité... Pardonnez-moi, je vous interromps juste un instant pour être encore plus concret sur le premier sujet que vous avez abordé de la sécurité, les femmes dans les transports, Adrien. Eh bien oui, Karima Deli, vous l'avez dit, la question de l'insécurité des femmes, notamment dans le transport ferroviaire. Écoutez à ce propos ce témoignage d'une habitante des Hauts-de-France qui prend le train tous les jours ici dans la région. Elle a déjà vécu des situations de stress, disons-le, à bord des trains, notamment le soir, et elle vous interpelle directement, mesdames et messieurs les candidats. J'ai une amie qui a été suivie dans un TER. C'est un train qu'elle prenait régulièrement et cette personne-là était tout le temps dans ce train-là. Et dès qu'elle voulait changer de place, il venait systématiquement s'installer à côté d'elle. Donc elle a fini par se rapprocher d'autres femmes pour justement se sentir plus en sécurité. Mais ça lui est arrivé à plusieurs reprises. Alors que seriez-vous prêt à faire si vous étiez élu président de région pour que les citoyens se sentent plus en sécurité, particulièrement les citoyennes, dans les transports en commun, particulièrement les TER. Xavier Bertrand, que répondez-vous à cette usagère ? Continuer clairement ce que nous avons fait, c'est-à-dire recruter davantage de police ferroviaire, qu'on appelle la SUGE, continuer à développer le nombre de patrouilles de réservistes de la gendarmerie et à équiper de vidéosurveillance. Il y a même aussi autre chose que l'on a fait, c'était avant tout pour leur dire merci. Nous avons donné la gratuité des transports à l'ensemble des forces de l'ordre, notamment quand ils rentrent chez eux. Et il y a eu notamment des interpellations qui ont été faites par des policiers qui avaient fini leur service, mais qui ont interpellé ceux qui importunaient, notamment des voyageurs. Donc c'est clairement dans cette direction. Je voudrais juste dire une chose. Le budget de la région consacré à la sécurité pendant le mandat, ce n'est pas les chiffres qui ont été évoqués, c'est 472 millions d'euros. 472 millions d'euros. Et je voudrais juste rappeler une chose. J'aurais certainement besoin de prendre du temps de parole pour ça. Monsieur Chenu a critiqué l'époque de Nicolas Sarkozy. À l'époque, la délinquance baissait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une réponse pénale forte et ferme. Et à l'époque, Monsieur Chenu, il soutenait à fond Monsieur Sarkozy. Il l'a peut-être oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié. Pourquoi vous avez souri lorsque Xavier Bertrand évoque le budget qu'il a investi pour la sécurité ? Parce qu'en fait, à chaque débat, Xavier Bertrand nous sort des chiffres différents qui font qu'à la fin, plus personne ne vérifie rien et que la réalité, c'est que ce dossier n'a pas été Adrien, ouvert. vous avez regardé ces chiffres ? Oui, ce sont des chiffres que le Conseil régional nous a donnés directement. Bien sûr, les 2%. C'est précisément 486 millions d'euros. Ça, c'est les 2% en tous les cas du budget, en tous les cas, nous semblent ridicules. Ce qu'il faut, c'est en faire une priorité. Le dossier, il n'a pas été ouvert, le dossier de la sécurité. Il n'a pas été
été ouvert par ce président qui a considéré que ce n'était pas sa compétence, que ce n'était pas une priorité. Nous avons choisi d'en faire une priorité. On peut nous le reprocher, mais on choisit d'en faire une priorité. La sécurité, ça doit d'abord être géré par quelqu'un. Il y aura un vice-président à la sécurité avec moi. Il n'y a personne qui s'occupe de la sécurité dans l'exécutif de M. Bertrand. M. Bertrand, il nous dit on a proposé la gratuité pour les forces de l'ordre après que le Rassemblement national l'ait proposé et après que sa majorité l'ait refusé. Nous avions fait un amendement, nous avons fait cette proposition qui avait évidemment été évacuée parce que ça venait du Rassemblement national. Et puis ensuite, et l'important c'est que ça fonctionne, ensuite M. Bertrand y a adhéré. Non, ce qu'il faut, c'est sécuriser les gares, c'est de la vidéoprotection, c'est évidemment sécuriser les trains à travers du personnel. 35 agents de sûreté urbaine ont été financés par la région. C'est ridicule dans une région de 6 millions d'habitants. Nous disons que nous en financerons 215. Nous allons faire augmenter ce nombre de personnes parce que nous considérons qu'à partir de 16 heures, notamment les femmes, on l'a vu, des femmes se sentent en insécurité dans les transports, elles doivent pouvoir se sentir beaucoup plus en sécurité. Et puis, permettez un point, parce qu'on parlait des femmes, on parlait des victimes. Moi, je souhaite que la région, demain, finance un certain nombre de structures par arrondissement qui accueillent les femmes qui sont victimes et de violences, qu'elles soient conjugales ou qu'elles soient diverses et variées malheureusement, de façon à les épauler. C'est une ambition que nous avons. Je vous donne la parole dans un instant, Karima Deli. Je te permets juste à Xavier Bertrand de répondre aux propos de Sébastien Chenu à l'instant. Non, mais attendez, je ne vais pas répondre à chaque fois. Non, je vous ai vu faire non de la tête à ce qui était dit, donc c'est juste par rapport à clarification. Mensonge, c'est mis en route. Et ça va être comme ça pendant 2 heures. C'est le 4e débat que nous avons. Depuis le début des débats, c'est la même rengaine. Mensonge sur mensonge. Et d'ailleurs, je l'indique à ceux qui nous regardent, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux de mon équipe pour voir qu'à chaque fois, nous allons remettre les pendules à l'heure. Moi, vous savez, ce n'est pas à M. Chenu que je vais m'adresser en permanence, c'est aux gens qui nous regardent. Et ils savent pertinemment ce qui a été fait dans la région et ce que nous voulons faire, comment on va se battre pour la sécurité. Tout le reste, c'est faux. C'est leur méthode. Ce sont les méthodes du Front National. Ils ne vont pas changer. Alors moi, je ne vais pas changer de registre. Je ne vais pas perdre mon temps à polémiquer. Je vais m'adresser aux gens de la région pour leur expliquer ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Le problème, c'est que quand on n'est pas d'accord avec M. Bertrand, il vous accuse de mentir. Moi, je ne dis pas que M. Bertrand ment, je dis qu'il a mené les mauvaises politiques. Et je dis simplement que puisqu'on parle, je termine, la sécurité, c'est important, et je le prends sur mon temps de parole, M. Boursier. Je le prends sur mon temps de parole. Puisque la sécurité, d'élégance dans le débat et permettre à chacun de s'exprimer. Puisque la sécurité, je termine avec une phrase, est important, est une préoccupation importante, c'est même la première. Je pense que la menace islamiste est une priorité. Et là aussi, on a pris, M. Bertrand, les doigts dans le pot de confiture, finançant des structures qui ont un lien, le lycée Averroès, des structures communautaires, mais il faut le dire parce que c'est la façon dont l'argent des habitants des Hauts-de-France a été utilisé, et sur ça, M. Bertrand pourra faire des moulinets, pourra raconter ce qu'il veut. C'est parce que nous l'avons dénoncé qu'aujourd'hui, tout ça s'arrête. S'il vous plaît. Karima Deli. Mon Dieu. Alors, moi, je suis contente que M. Chenu et M. Bertrand reprennent mes propositions, notamment sur la place des femmes, aussi bien dans les transports que sur la question des féminicides. Je rappelle juste qu'il ne suffit pas d'équiper en vidéoprotection, en vidéocaméra nos gares. Moi, je n'ai pas envie qu'on voit des scènes d'agression juste filmées. Il faut de la présence humaine. Je rappelle qu'il y a énormément de gares qui n'ont plus de personnel. Par exemple, la gare de Roubaix, qui est un bassin de vie de 100 000 personnes, il n'y a que des machines, aucun personnel. Moi, je remets du personnel humain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas de parler des femmes. Il faut véritablement faire en sorte que les femmes soient présentes et que ce soit transversal. C'est la raison pour laquelle nous aurons une vice-présidence en charge notamment de toutes les questions d'égalité et de mettre en place réellement des politiques égalitaires entre les hommes et les femmes. La dernière chose que je dois dire, il ne suffit pas de fanfaronner sur la question de la sécurité. Vous voyez, aujourd'hui, il faut être exemplaire. Est-ce qu'on est exemplaire? Non, on n'est pas exemplaire. Donc, à un moment, lorsqu'on parle de menteurs, de mensonges, etc., il faut arrêter. Les spectateurs n'ont pas envie de ça. Ils ont besoin de responsables politiques. Donc, il ne faut pas dire de mensonges. Et moi, quand je reprends juste le dernier budget, c'est le dernier budget, voilà, je ne vous mens pas, la ligne sécurité, c'est 0. Voilà. Combien vous prévoyez d'investir, vous, Karima Deli? Écoutez, moi, la première chose, c'est de travailler avec les élus, sur le terrain, d'écouter, d'entendre. Vous voyez, la méthode va être totalement différente. C'est la concertation. Moi, je ne ferai pas une politique en tant que présidente sans les gens, sans les élus. C'est la raison pour laquelle je monterai des assises, notamment, pour pouvoir, oui, impliquer l'ensemble des élus et
d'avoir des remontées, notamment avec quelque chose qui est très important, les usagers. Donc ça veut Les dire que usagers vous attendez la concertation pour définir le budget que vous voulez allouer à cette question Mais de la c'est sécurité. surtout d'avoir de la concertation. À aucun moment, les associations d'usagers, par exemple, des trains, ne sont associées dans les politiques publiques. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique, notamment la politique de demain. Xavier Bertrand. Deux choses. Les associations d'usagers travaillent régulièrement avec mon vice-président, un très bon vice-président, Franck Dersin, et elles ont même publié dernièrement les réponses qui leur ont été apportées par les différents candidats, notamment la FNOT. Je vous demande d'aller voir ce qu'ils mettent sur leur site. Le deuxième point, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Karima Delli à l'instant. La présence de l'humain dans les trains, c'est important. C'est la raison pour laquelle la région a exigé que l'on maintienne des contrôleurs dans tous les trains. La direction de la SNCF nous avait proposé d'expérimenter, de développer le fait de trains sans contrôleur. Ça a été non. Ça représente 62 millions d'euros par an. Mais cette dépense-là, je veux la faire parce que je ne veux pas que disparaissent les hommes et les femmes dans les trains, notamment les contrôleurs, parce que c'est aussi de la sécurité, c'est aussi du service. Mais il faut les mettre dans les gares aussi. Oui, enfin, dans les trains, c'est important d'avoir des gens dans les trains. Non, mais dans les trains et dans les gares. Il faut réhumaniser nos gares. C'est ça qui est aussi important. Quand vous rentrez dans une gare, vous avez envie justement de faire en sorte que tout de suite ce sentiment de sécurité ait lieu. Aujourd'hui, nous avons déshumanisé les gares. Ce n'est pas comme ça qu'on peut renforcer le service public, notamment du ferroviaire. D'un mot, s'il vous plaît, Xavier Bertrand, parce que je n'étais pas au dernier conseil régional, pas plus que les gens qui nous regardent, en tout cas pas la majorité. Lorsque Karima Delli pointe une ligne, on disait là, il y a zéro sur la sécurité. Alors, comment on a payé la police ferroviaire? Comment on a payé les caméras, notamment à Hénin-Beaumont? Comment on a payé la convention avec les patrouilles de réservistes gendarmerie? Comment j'ai fait? J'ai joué au loto pour ça? Mais bien évidemment que c'est dans le budget du conseil régional. Évidemment, autrement on n'aurait pas pu assumer toutes ces missions. Évidemment. Sébastien Chenu. Juste un point. Moi, je crois qu'il ne faut pas que M. Bertrand se cherche d'excuses. Ça n'a pas été sa priorité, la sécurité. Peut-être qu'il a eu d'autres priorités. Il a peut-être eu des résultats dans certains domaines, mais en tous les cas, pas sur la sécurité. On n'a pas eu sur l'emploi, pas sur la sécurité, et ça, c'est moteur. Moi, je pense qu'il y a d'autres sources d'insécurité. M. Bertrand nous avait dit, je ferai un grand plan de lutte anti-drogue. Il n'est jamais arrivé. Eh bien, moi, je ferai ce plan de la lutte anti-drogue. Parce que je vous ai dit, il y a des menaces. L'islamisme est une menace. Il ne faut pas gêner l'islamisme, il faut l'éradiquer. La lutte contre la drogue est une priorité, et Dieu sait si notre région Concrètement, ça veut est dire touchée. quoi, Sébastien Ça veut dire qu'on va associer l'ensemble des partenaires en matière de santé, en matière de prévention, en matière d'éducation, puisque nous avons la responsabilité des lycées, et puis bien sûr en matière de sécurité, pour lutter contre la drogue et essayer de prendre à bras le corps ce sujet qui ne dépend pas uniquement évidemment de l'État. Parce que le but de tout ça, voyez-vous, c'est quand même de faire baisser le niveau d'insécurité et de violence qu'il y a dans notre société. Et je pense sincèrement que ce n'est pas en s'insultant de menteurs, ce n'est pas en disant je vais casser la mâchoire du Rassemblement national que M. Bertrand fait baisser le niveau de violence. Il y en a assez dans la société de la violence. Enfin, sincèrement, ce n'est pas en s'exprimant comme un voyou ou comme une racaille de banlieue qu'on arrive à hisser le débat politique vers le haut. Je pense que notre devoir, c'est de faire baisser cette insécurité et cette violence. Moi, j'y suis très déterminé, dans le respect de chacun, vous l'avez vu, mais avec des solutions et des propositions qui sont très précises et très chiffré. Juste pour clarifier les choses pour nos téléspectateurs, la déclaration à laquelle vous faites allusion, c'est votre prise de parole, Xavier Bertrand, au soir du premier tour, dimanche dernier, aux alentours de 20h. Vous êtes exprimé comme un voyou et comme une racaille de banlieue, pour reprendre les termes de Sébastien Chenu? Vous voyez le niveau du débat? Vous voyez pourquoi, au final, je ne vais pas passer mon temps à discuter avec M. Chenu. Il n'y a jamais eu de dialogue possible. Et il n'y en aura jamais, en ce qui me concerne, avec les dirigeants du Front National. Je crois que vous vouliez être le président de tout le monde. Ceux qui profitent des colères, qui profitent des problèmes des gens, sans chercher à y apporter la moindre solution. Je sais pourquoi je les combats depuis des années. Et je sais aussi que mon rôle, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de tous les habitants de la région, quels qu'ils soient, quoi qu'ils votent. Mais les dirigeants du Front National, ah oui, je les combats. Et je continuerai. Au sujet du plan anti-drogue, Sébastien Chenu dit que vous aviez promis un plan anti-drogue, Xavier Bertrand. Et vous savez quoi? Tout ce qu'on a fait sur la prévention, le Front National les a toujours critiqués, les a jamais votés. Ça s'appelle aussi, pardonnez-moi, remettre les pendules à l'heure. Mais on pourrait le faire en permanence sur chacune des phrases. En fait, M. Bertrand est en S'il vous plaît, responsabilité depuis Sébastien des années, S'il vous plaît. mais ce qui marche, c'est grâce à lui. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la faute des autres. La réalité, c'est qu'il s'est trompé, il n'a pas abordé la sécurité. Je voudrais qu'on arrête le sketch entre les deux coqs, là. Je voudrais qu'on ait un vrai débat au niveau parce qu'on nous regarde, vous voyez. Maintenant, sur ce que dit M. Bertrand. Il est vrai, M. Bertrand, sur votre ligne budgétaire, c'est 0. Mais il faut dire comment ça marche. Ça marche tout simplement avec la convention. On a une convention quand on est président
de la région, avec notamment la SNCF, et c'est avec elle qu'on va dire justement quelles lignes on va rénover, combien de policiers nous avons, etc. C'est là. Et donc, ça fait partie aussi du budget de la SNCF. Et ça, c'est concret, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, un deuxième point, sur notamment, vous parlez notamment des plans anti-drogue, etc. Je crois que ça, c'est une politique globale, notamment de prévention, mais surtout aussi de voir quels sont les risques liés. Donc, ça veut dire d'accompagnement. Là, la politique aujourd'hui n'a pas de politique de prévention, notamment sur l'ensemble des risques. Vous parlez des drogues, mais moi, je vois tous les risques à la santé et à l'environnement. Il va falloir se doter d'une véritable politique santé environnementale dans notre région. En tout cas, moi, je la mettrai en place de manière concrète. Les transports, maintenant, Karima Delli, c'est votre sujet du soir. En plus. Ah oui, ça j'aime bien. On dit un mot des bouchons à Tourcoing et dans l'agglomération lilloise. Les transports, donc comment les améliorer, comment éviter les retards, faciliter leur accès, bref, comment mieux faire, Adrien? Et les transports, là, pour le coup, c'est la principale compétence des régions. C'est celle, en tout cas, pour parler de chiffres, où le poste de dépense est le plus élevé. Ici, dans les Hauts-de-France, c'est 1 milliard d'euros chaque année, en tout cas durant le précédent mandat, un tiers du budget annuel de la région. Alors, ça concerne concrètement le financement des TER, mais aussi, désormais, les transports scolaires. Pour les trains express régionaux, par exemple, 1200 trains circulent chaque jour dans les Hauts-de-France pour 200 000 voyageurs quotidiens. La nouveauté est l'enjeu du prochain mandat, vous l'avez rapidement évoqué. Karima Delli, outre la régularité, la fiabilité, l'entretien de ces TER, c'est surtout l'ouverture à la concurrence. Ce sera dès 2023, dans 2 ans, 3 premières lignes verront circuler des trains de compagnies privées autres que la SNCF. Ça, ce sera une première en France. Alors je vous demande, s'il vous plaît, à tous les trois d'être concrets. On va essayer de répondre le plus précisément possible aux gens qui nous regardent, aux habitants de votre région. Comment vous allez faire pour rendre ces transports encore meilleurs, plus à l'heure, plus sûrs, moins chers? Comment fait-on? Karima Delli, je vous rends la parole. Alors, tout d'abord, c'est le constat. Monsieur Bertrand avait dit assis, averti, à l'heure. Triple échec, on n'est pas assis, on bondé du côté de Beauvais, etc., averti pas à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète? Tout d'abord, moi, j'ai combattu l'ouverture à la concurrence et je suis la présidente de la commission de transport au Parlement européen. Malheureusement, je n'ai pas gagné. En tout cas, je continuerai à me battre contre l'ouverture à la concurrence parce que je sais que certains de nos voisins, comme notamment l'Angleterre, qui ont d'abord ouvert, alors tout le monde était très content pendant 6 mois et ensuite on a privatisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Retard massif, dégradation au point d'avoir des accidents, donc c'est la sécurité des gens, et ensuite on a eu l'envolée des prix pour les gens. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, dans notre région, on a la chance d'avoir un super rapport qui s'appelle Transport et infrastructures de transport en Hauts-de-France, qui avait été fait par Gérald Darmanin, à l'époque vice-président des transports, qui nous montre, page 6, chers téléspectateurs, quelque chose d'assez simple. Il y a 14 lignes insécurisées. Insécurisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on ne les rénove pas, elles vont fermer. Monsieur Bertrand avait décidé, promis, juré, pas de ligne fermée. L'île Comines a été fermée. Donc moi, en tant que présidente, je serai responsable. Tout de suite, je lancerai un grand plan de rénovation, notamment des lignes. Je ne fermerai pas de lignes et au contraire, je les améliorerai parce que nous avons aussi des lignes dieselisées et je ferai l'expérimentation de l'hydrogène. Deuxième chose qui me tient à cœur. Pardonnez-moi, je vous interromps juste un instant sur ce sujet précis. Xavier Bertrand, vous avez un peu de retard de temps de parole. Sur ce sujet des lignes, que répondez-vous? On n'a fermé aucune ligne depuis que je suis élu et on n'en fermera aucune tant que je serai à la tête de la région, sauf quand il faut réaliser les travaux. Vous ne pouvez pas garder une ligne qui n'est pas au niveau de sécurisation, on fait des travaux. C'est ce qu'on a fait et on vient d'ailleurs de rouvrir de nouvelles lignes. Pardonnez-moi pour ceux qui nous écoutent, qui sont loin des Hauts-de-France, l'étoile de Saint-Paul par exemple. Nous avons maintenant programmé Paris, Laon, Hirson. Laon, c'est une préfecture. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que je suis un râleur, que je me bats, c'est vrai. Mais si on n'avait pas fait pression sur l'État et sur la SNCF, on n'aurait pas eu les financements, rendez-vous compte, pour desservir une préfecture. Donc, nous, ce que nous avons décidé de faire, il n'y a aucune ligne qui fermera. Et quand Mme Delli parle de certaines lignes, ce sont celles qui ont été décidées avant que j'arrive. Donc, je veux bien être responsable de beaucoup de choses, mais avant que nous arrivions, il ne faut quand même pas pousser au bout d'un moment. L'ouverture à la concurrence, pour moi, c'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre, encore une fois, d'améliorer les choses. D'ailleurs, les verts allemands sont pour la concurrence. Et d'ailleurs, le bon modèle pour l'ouverture à la concurrence, c'est certainement l'Allemagne, certainement pas l'Angleterre, parce qu'eux sont dans une privatisation. Nous, on ne privatise pas. C'est la région qui va garder le pilotage. C'est la région qui restera le patron. La seule chose, c'est que les prix n'augmenteront pas, ça sera dans le cahier des charges, mais les prix ne baisseront pas. Déjà aujourd'hui, dans la région, il n'y a qu'une faible part, à peu près un quart du prix, qui est payé par l'usager.
Notamment les jeunes, les boursiers ne payent pas. Donc, ce n'est pas la question du prix, c'est que tout ce qui sera réalisé en économie sera réinvesti dans la qualité, dans les investissements et dans la régularité. Si nos trains étaient plus réguliers, dans ces conditions-là, beaucoup plus de monde prendrait le train. Après, il y a aussi d'autres choses. Pardonnez-moi, juste pour que ce soit très clair pour les gens qui vous écoutent, vous, président réélu, les prix n'augmenteront pas. Non, les prix n'augmenteront pas, parce que l'ouverture à la concurrence concerne à peu près 3 lots, à peu près 20% de l'ensemble du trafic. Et vous savez que la SNCF s'apprête à candidater. Le vrai sujet, c'est que ce que je veux, c'est qu'il y ait une remise en cause de la technostructure SNCF. Par exemple, aujourd'hui, quand vous arrivez Gare du Nord, pour ceux qui viennent des Hauts-de-France, priorité, c'est l'Eurostar et c'est le Thalys. Deuxième priorité, TGV. Troisième priorité, le Transilien, les trains de banlieue. Et nous arrivons après. On n'est pas la dernière roue du carrosse. Ça, je veux que ça change. Et je vais plus loin aussi. Il y a par contre de nouvelles liaisons qui devront être mises en œuvre dans les années qui viennent. C'est ce qu'on appelle le réseau express Hauts-de-France, c'est-à-dire un projet qui était porté par mon prédécesseur, mais que je veux élargir sur l'ensemble du bassin minier, c'est-à-dire Lens-Liévin, mais aussi sur Douai, pour rejoindre la métropole, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des autoroutes qui sont complètement embouteillées, complètement saturées le matin et le soir, et cette nouvelle liaison, qui va représenter 5 milliards d'euros, donc c'est quand même important, nous permettra également d'apporter une solution à ces problèmes d'embouteillage et de pollution. Sébastien Chenu. Bien, il y a les transports via le train, il y a les transports via la voiture. On se déplace en train, en transport en commun ou en voiture. En ce qui concerne les trains, vous l'avez dit, ce qu'attendent les habitants, c'est des dessertes et des horaires qui soient nombreuses et respectées. Ce qu'ils attendent, c'est de voyager en toute sécurité. Ce qu'ils attendent aussi, ce sont des trains équipés. Il y avait un grand plan, soi-disant, de le Wi-Fi partout. Vous pouvez constater par vous-même que vous ne pouvez pas brancher votre téléphone partout. Vous n'avez pas accès au Wi-Fi dans tous les trains. C'était un engagement aussi qui n'a pas été respecté par le président de région. Je le dis parce que ça concerne l'attractivité de notre région. Vous savez que nous avons perdu 52 000 habitants dans notre région. On est une région extraordinaire. On perd des habitants. Je pense qu'il faut à un moment se donner les moyens. Moi, je crois qu'il ne faut pas se décharger sa responsabilité sur les autres. Et l'ouverture à la concurrence, c'est souvent le fait de quelqu'un, de président, de responsable qui se disent « j'ai pas réussi, j'envoie la patate chaude en ouvrant à la concurrence à d'autres, ça évitera de dire que c'est ma responsabilité ». Moi, je pense qu'il faut être exigeant vis-à-vis de la SNCF, de notre partenaire. C'est-à-dire qu'il faut renégocier, évidemment, la convention qui nous lie à elle. Et puis, il faut avoir ce qu'on appelle un contrat de performance avec SNCF Réseau, c'est-à-dire permettre de faire pression sur SNCF Réseau. SNCF Réseau, c'est les rails. C'est-à-dire que si SNCF Réseau ne respecte pas ses engagements, eh bien, fermer le robinet. Ce sont des millions d'euros que la région des Hauts-de-France verse chaque année à la SNCF. D'autres l'ont fait, avec parfois des résultats, notamment, je pense au président centriste de Normandie. Il a un moment arrêté, il a dit stop. Eh bien, je pense qu'il faut faire ceci parce qu'il faut être un peu plus combatif et pas simplement reléguer ça à la concurrence. Et puis, je le disais, il faut évidemment des transports sécurisés, on en a parlé, les agents dans les transports. Et j'entendais pour la première fois, vous savez, Bertrand parlait du réseau Express Grand Lille, car c'est comme ça qu'il s'appelle. Moi, j'en ai fait effectivement un de mes grands projets structurants. Parce que ce réseau Express Grand Lille, il a été imaginé. Moi, je rends à César ce qui est à César. Je ne cherche pas à tirer à moi tous les bénéfices par les socialistes à l'époque, mis au contrat de plan. Ça n'a pas été remis au contrat de plan par Xavier Bertrand, complètement abandonné, alors que ça permet de desservir tout le bassin minier. Vous vous rendez compte, le bassin minier, c'est 1 million d'habitants. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui viennent travailler en métropole de Lille. Ils ont été méprisés, oublié, et ce grand projet structurant, eh bien, nous allons le mettre en œuvre. Nous allons poursuivre les échanges sur des transports. Justement, Adrien, nous allons écouter la voix des usagers. Oui, puisque cette ouverture à la concurrence, honnêtement, c'est encore un peu flou pour les habitants des Hauts-de-France, pour les usagers des transports et des trains eux-mêmes. Les voyageurs, eux, aimeraient du concret, évidemment, que leur quotidien s'améliore en termes de fiabilité des trains, de ponctualité aussi. Alors écoutez à ce propos, ce responsable d'une fédération d'usagers des Hauts-de-France qui a une question précise à vous poser. Oui, bonjour. Donc Gilles Laurent, je suis président de la Fédération nationale des associations d'usagers du transport des Hauts-de-France. Un des gros problèmes par rapport au TER et par rapport à l'utilisation et au report modal qui peut aller dessus, c'est la fiabilité. Parce que on a quand même un nombre important de trains qui sont en retard ou qui sont supprimés. Pour 2019, c'est presque 10% de trains en retard et 10% de trains supprimés. Il est certain que pour des gens qui prennent le train au quotidien, ça finit par être un peu lassant d'avoir sans arrêt des aléas comme ça. Ces aléas, certains sont dus à pas de chance, d'accord, mais certains sont dus aussi à l'opérateur, donc manque de personnel ou bien train en panne. Et on aimerait bien savoir au niveau de la région, qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce que les candidats proposent pour remédier le plus possible à ce problème de fiabilité.
Je vous rends la parole, Karim Adeli. En fait, ce président de fédération fait allusion à ce que vous avez abordé tous les trois, hein, les liens de la région avec la SNCF. Absolument, et c'est les raisons pour lesquelles il faut avoir une vraie négociation avec la SNCF. Vous voyez ? Il ne suffit pas de pointer du doigt la SNCF, parce que derrière, c'est des cheminots, c'est aussi des experts du travail, c'est incroyable ce qui se passe. Contrairement à ce que vous dites, monsieur Xavier Bertrand, et je suis bien placée pour le savoir, c'est qu'en Allemagne, là, le monopole, même s'il est un petit peu ouvert, c'est la Deutsche Bahn, donc la compagnie nationale qui gère notamment ces lignes. Ensuite, une autre chose, c'est que je le dis, hein, l'ouverture à la concurrence, c'est un premier pas à la privatisation, ce qui est dangereux. Mais il faut tout mettre faire en sorte que le train, ce soit la priorité parce que c'est bon pour l'emploi, mais c'est bon pour le climat également. C'est la raison pour laquelle, moi, je rendrai gratuit les trains pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Nous allons faire ce que M. Gilles Laurent, que je salue par ailleurs, dit. Il faut des trains à l'heure. Il ne faut pas laisser des lignes où on va attendre pour rénover et investir. C'est ce qui a été fait dans le mandat actuel. On attend que des lignes fassent 20 km, donc les lapins vont plus vite que le train pour pouvoir rénover. Non, ce n'est pas possible. Ensuite, il faut faire de l'intermodalité. Plus de vélos dans les trains, faire en sorte que à la sortie de la gare, on ait des garages à vélos, des pistes cyclables. Ça, et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une vision d'ensemble des transports. Moi, je lancerai également un grand plan vélo. Et une autre chose qui, moi, me tient vraiment à cœur sur les transports, parce qu'on parle beaucoup du train, on parle beaucoup du vélo, et je parle beaucoup du vélo, mais je crois qu'il faut aussi regarder le fluvial. Nous avons une région extraordinaire sur le fluvial, le report, plus de camions, notamment de marchandises, sur le fluvial. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, ça crée énormément. On pourra peut-être aborder la question du canal Seine-Nord, je ne sais pas si c'est dans vos questions, mais en tout cas, le canal Seine-Nord est un projet, mais il existe plein de beaux métiers, parce que nous avons des canaux un peu partout dans la région qu'il va falloir faire revivre. Un mot, s'il vous plaît, Xavier Bertrand, pour répondre à cet usager, ce patron de fédération, hein, qui s'inquiète en fait. Il s'inquiète de vos négociations, vous ou la présidente, le président qui sera élu. Mais il est bien au courant des conventions, des nouvelles conventions qui viennent d'être signées à la SNCF et qui prévoient des pénalités payées par la SNCF, c'est le cas maintenant, quand il y a des retards et trop de retards. Après, vous avez aussi des sujets sur des retards. Il y a parfois des investissements qui n'ont pas été faits pendant longtemps, c'est vrai. Mais là, ce matin, vous prenez le Maubeuge, Saint-Quentin-Paris, c'était un train qui était en panne devant, un autre train. Et là, dans ces conditions-là, ce qu'il faut, c'est intervenir rapidement et surtout informer les gens. C'est bien souvent les usagers qui, entre eux, Twitter, les réseaux sociaux, donnent les informations. C'est à la SNCF de les donner. On a parlé du train. Il n'y a pas que le train, il y a aussi la route. Vous êtes dans une région où les transports scolaires sont gratuits partout dans la région. C'est une volonté du Conseil régional. Pourquoi ? Pour protéger le pouvoir d'achat des gens de la région. Quand vous prenez les transports scolaires, quand vos enfants les prennent, c'est parce que vous habitez en milieu rural et il n'est pas question déjà que ces enfants se lèvent plus tôt, qu'ils rentrent plus tard, de leur faire payer quoi que ce soit. Ça, c'est une avancée du Conseil régional. Et de la même façon, ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler dans la région sont aidés par le Conseil régional. J'avais voulu le faire. C'est-à-dire que quand vous faites 20 km pour aller travailler, vous avez 240 € par an. Je sais que ce n'est pas énorme. La vraie question, c'est est-ce que normalement c'est au Conseil régional de le faire ? Plus de 100 000 personnes différentes bénéficient de cette aide. Ça, c'est du pouvoir d'achat et c'est aussi pour aider ceux qui travaillent, qui ont toujours été les éternels oubliés des aides en France. Ce n'est pas le cas dans les Hauts-de-France, on les aide. Vous voulez augmenter cette enveloppe, vous, Sébastien Chenu ? Non, moi ce que je voudrais, c'est qu'on soit un peu plus ambitieux. Vous savez, cette enveloppe, elle est de plus d'1 milliard sur le budget de la région. C'est une enveloppe déjà énorme. Je rappelle que quand même, ce sont les gouvernements avant 2012 qui ont tout misé sur le TGV. La libéralisation, cette philosophie de tout libéraliser qui anime Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, elle a pour résultat des dégâts incroyables en ce qui concerne le service public. Moi, je voudrais qu'on soit plus ambitieux sur 2 points au moins. D'abord, qu'on arrête avec les dispositifs qui ne fonctionnent pas. M. Bertrand a mis en place des dispositifs qui sont sincèrement pas au niveau. Quand vous l'aide à la voiture à 1 €, ça touche 150 personnes par an dans une région de 6 millions d'habitants. C'est les chiffres. J'ai pris le rapport de la Cour régionale des comptes, de la Cour des comptes, parce que je ne voudrais pas être traité encore une fois de menteur, mais 150 personnes par an qui utilisent ce dispositif, c'est qu'on passe à côté. Par exemple, un sujet incroyable, c'est le barreau Creil-Roissy. Écoutez, ça fait 30 ans
qu'on n'est pas fichu de créer 6,5 km de lignes ferroviaires pour relayer le sud de l'Oise à la dynamique de Roissy. Eh bien écoutez, ça c'est un sujet structurant. Le réseau Express Grand Lille, j'en ai parlé tout à l'heure, pour desservir le bassin minier, c'est un sujet que nous allons prendre à bras-le-corps. Le barreau Creil-Roissy, sincèrement, ça fait 30 ans. Canal Seine-Nord, toujours pas eu un coup de pioche. Il manque 700 millions d'euros pour boucler le dossier. Vous voyez, ces dossiers-là, ils n'ont pas été menés sérieusement. Et de l'autre côté, l'offre qui a été faite par la SNCF a parfois été pas à la hauteur du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Juste un point. C'est vrai que ces dossiers, pendant 30 à 40 ans, ils étaient enterrés. Ces dossiers-là, ils sont sortis. Ils sont sortis. Pourquoi ? Parce qu'on s'est battu. Et on s'est battu avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté. On a mis autour de la table pour le barreau Creil-Roissy. Le gouvernement, à l'époque, c'était Bernard Cazeneuve qui voulait tenir les engagements vis-à-vis d'Amiens. Ça y est, c'est fait, c'est financé. Le canal Seine-Nord-Europe, ça fait 40 ans qu'on en parlait. Le canal Seine-Nord-Europe, ceux qui sont à côté de moi, notamment le Front National, ils n'en voulaient pas. Vous savez quoi, le canal Seine-Nord-Europe ? C'est 20 000 emplois sur les 20 ans qui viennent. Et ça commence cette année. Voilà, ça c'est du concret, c'est bon pour l'emploi, c'est bon également pour les transports. Sur une péniche, vous avez l'équivalent de 200 camions. Donc vous comprenez, ces dossiers-là, ils n'existaient pas, ils sont maintenant enfin sortis de terre pour le canal Seine-Nord. Et pour le reste, c'est enfin financé. Juste un point, parce qu'on se demande ce qu'a fait M. Bertrand pendant 6 ans, parce qu'il nous parle des projets qui sont évoqués depuis 30 ans, nous disant ça va sortir. Mais en fait, ils ne sont pas sortis pendant ces 6 dernières années. Moi, le canal Seine-Nord, voyez-vous, j'ai l'intelligence et l'honnêteté d'esprit de dire que c'est probablement le gouvernement d'Emmanuel Macron, les nouveaux soutiens de Xavier Bertrand, qui a bloqué le dossier parce que M. Édouard Philippe ne voulait pas de ce projet-là. Nous, on voulait que ça crée de l'emploi local. Et on est favorable au canal Seine-Nord. Mais ce sont ses alliés qui, aujourd'hui, ont bloqué ce dossier. Il n'y a toujours pas eu un coup de pioche. Le réseau Express Grand Lille, il n'existe pas aujourd'hui. Le dossier n'a pas été pris en charge et le barreau Creil-Roissy n'existe toujours pas après 6 ans de présidence. On va s'y mettre quand même. Alors, pour revenir à votre question primaire, c'était l'ouverture à la concurrence. Alors moi, en tant que future présidente de la région, je vais faire comme l'Occitanie et notamment la Bretagne. Oui, je vais reculer l'ouverture à la concurrence. Par exemple, pour l'Occitanie, c'est 2028 ou 2026. Mais d'ici là, qu'est-ce que je fais ? Je renforce un vrai service public du train, notamment avec les associations. Je lance un grand plan de rénovation et ensuite sur les autres sujets. Sur le canal Seine-Nord, moi j'avais voulu dire de manière très franche, ce projet se fera, mais il faut absolument avoir une vision. Le canal Seine-Nord aujourd'hui n'est pas totalement financé, il manque ce qu'on appelle des plateformes, 4 grandes plateformes pour que les barges puissent justement passer, puisque c'est un projet européen. Donc je travaillerai directement avec le ministre bruxellois et le ministre belge. Et ensuite de ça, on en fera un véritable lieu de tourisme, parce que comme les canaux aux Pays-Bas, ça doit être touristique. Une dernière chose sur la voiture. Moi, je suis d'accord. Justement, pardonnez-moi, je vous interromps. Je profite que vous soyez à peu près tous au même niveau de temps de parole. Les gens qui vous écoutent entendent parler de train, de fluvial, évidemment, de vélo, vous l'avez évoqué, Karima Deli, mais pour beaucoup d'entre eux, alors vous l'avez évoqué, ils montent le matin dans leur voiture pour se rendre au travail. Et d'ailleurs, ce sujet que nous allons évoquer là tout de suite est valable pour beaucoup de Français, bien au-delà des Hauts-de-France. D'ailleurs, votre région est intéressante de ce point de vue-là pour beaucoup de nos téléspectateurs, puisqu'il y a un mélange de grandes agglomérations et de ruralité. Que dites-vous aux habitants de cette région qui doivent aller au travail en voiture, parfois rouler beaucoup, sans parfois trouver ce qu'ils souhaitent, un parking ou des bouchons? Vous l'avez vécu ce soir, Karima Deli, pour venir jusqu'ici. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui se lèvent très tôt le matin et qui rêveraient de pouvoir aller chercher un travail, mais il n'y a pas de travail. Et ça, je crois que ça, c'est dû aussi au fait... Nous parlerons d'emploi dans un instant. Hein. Non, mais parce que c'est dû aussi, malheureusement, au fait qu'ils n'ont pas accès à la mobilité. Vous voyez ? La mobilité, c'est devenu un nouveau accélérateur de la pauvreté. Et ces gens-là, malheureusement, on ne les aide pas. C'est la raison pour laquelle, quand je vois que 31% des jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas accès réellement à de la mobilité, notamment sur les territoires ruraux, nous allons faire ce qu'on appelle une offre de services publics pour faire en sorte que, oui, demain dans les territoires ruraux, ils aient accès à une offre de transport gratuite. Ça, c'est la première chose. Donc, sur les transports en commun. Oui, mais les transports en commun, il faut encore voir territoire par territoire parce que, justement, il faut travailler avec les élus. La deuxième chose qui me semble très importante, nous sommes une région où l'industrie automobile est présente, et vous le savez très bien. Donc, il va falloir qu'on anticipe quel type de voiture demain. La voiture demain, elle sera partagée. Donc, il faut
absolument mettre en place des aires de covoiturage, par exemple. Ça n'est absolument pas le cas dans notre région. Et ensuite, je le redis, l'argent doit aller à un service public. Donc, lorsqu'on rénove, et je vois que la région a rénové, vous l'avez dit, Monsieur Bertrand, notamment l'étoile de Saint-Paul, c'est pas d'ouvrir à la concurrence, donc notre argent public aille au privé. Ça, ce n'est pas possible. Ça doit servir les gens. Sébastien Chenu. Oui, vous l'avez dit, Jean-Baptiste Boursier, la voiture, 75% des actifs prennent leur voiture pour se déplacer dans notre région. Ça monte à 84% dans le Pas-de-Calais. Donc la voiture, évidemment, on ne va pas dire aux gens les punir, ne prenez plus votre voiture, ils sont obligés de la prendre. Et cela représente un coût. C'est vrai que j'ai fait une proposition qui est celle de flécher. Il y a une taxe qui s'appelle la TICPE, qui est en fait la taxe carburant que récolte la région, et bien de flécher la part variable, pas la part fixe, la part variable, celle sur laquelle la région peut agir, vers le portefeuille des habitants des Hauts-de-France. 55 millions d'euros pour aider les habitants des Hauts-de-France à financer, évidemment, à travers un chèque qui sera attribué à ceux qui travaillent, eh bien leur déplacement, parce que ça coûte cher de se déplacer. Il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place qui étaient des gadgets, en réalité, qui étaient des toutes petites choses, qui touchaient tellement peu de personnes, qui touchaient 2% des actifs de notre région. Chiffre, Cour des comptes, toujours. Eh bien, moi, je veux quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et puis, et là, je rejoins Madame Dely, c'est vrai que les aires de covoiturage, ça coûte 300 000 euros, à peu près, une aire de covoiturage. C'est à peu près l'estimation qui a été faite. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut aller. Les aires de covoiturage sont nécessaires. On n'en a pas assez dans notre région. On est très pauvre en aires de covoiturage. Donc, vous voyez, réfléchir du pouvoir d'achat vers ceux qui prennent leur voiture, qui n'ont pas d'autre choix, et puis les aider techniquement avec des aires de covoiturage, en plus du fameux dispositif dont je vous ai parlé, du réseau Express Grand Lille, dossier qui a été totalement abandonné. Un dernier mot à ce sujet, Xavier Bertrand. Sur cette question, ça nous renvoie aussi à une colère, à une crise. D'ailleurs, de beaucoup, à mon avis, qui n'ont pas voté dimanche dernier. C'est la crise des gilets jaunes des ronds-points. Pas de ceux qui sont allés massacrer l'Arc de Triomphe ou qui étaient avec les Black Blocs. Ceux du début qui disaient dans un pays comme le nôtre, c'est pas normal quand on bosse de ne pas s'en sortir. Et c'est pour ça aussi qu'on aide autant le pouvoir d'achat, y compris de ceux qui travaillent. Et qui disent également, quand on habite en milieu rural, on n'est pas des citoyens de seconde zone. Alors moi, je vais être concret. Dans la région, quand vous n'avez pas de voiture, vous avez les bus interurbains d'une ville à l'autre, même d'une ville moyenne à une autre. C'est 1 euro dans la région. Les transports scolaires, c'est gratuit. Les fameuses voitures à 1 euro, toutes celles et ceux qui en ont bénéficié, y compris pendant la crise Covid, des infirmières, quand tous les trains n'étaient pas là, seront contents de savoir que ça ne sert à rien. Ça a aidé des gens qui travaillent. Personnes par an. C'est pas vrai, c'est faux. Cour des Encore comptes. une fois, je vous renvoie sur les réseaux sociaux pour regarder la Cour des réalité. comptes. Et d'autre part, nous allons même mettre en place des voitures à 1 euro dans les intercommunalités, les communautés de communes rurales, pour que ça puisse encore aller plus vite. Il ne s'agit pas de donner une voiture à tout le monde, il s'agit juste pour quelqu'un qui n'en a plus, de leur remettre le pied à l'étrier pendant leur période d'essai. Et puis il y a autre chose de très concret. Il faut toujours être très concret, parce que la politique aujourd'hui, si elle n'est pas concrète, elle ne parle à plus personne. Nous allons financer, et ce sera proposé en délibération si les habitants de la région me font confiance à moi et à mon équipe, dès juillet de cette année. Le permis de conduire pour les jeunes sera pris en charge à 90% pour tous les jeunes qui sont en formation ou qui sont en recherche d'emploi. Pourquoi ? Parce que le permis de conduire, c'est à peu près 1 500 euros. C'est un impôt qui ne dit pas son nom. Mais l'impôt sur le revenu, tout le monde ne le paye pas. Mais le permis de conduire, tout le monde doit le payer pour l'avoir. Et après le permis de conduire, vous avez la voiture. Donc vous le voyez, qu'on habite au cœur de l'île ou qu'on habite dans la ruralité, personne avec nous ne sera oublié. 20 secondes sur ce Oui, sujet. absolument. Ça évitera d'aller regarder sur les plateformes vidéo. Moi, j'ai repris les principaux financements de la région par la Cour des comptes. L'aide au permis de conduire, elle existe déjà. 439 jeunes en ont bénéficié. Vous voyez bien que c'est vraiment pas au niveau. Et puis, les voitures à 1 euro, 459 véhicules loués sur plus de 2700 demandes. C'est-à-dire qu'en fait, la région n'a pas épaulé plus de 2200 personnes qui le souhaitaient. Vous voyez bien, on n'est pas au niveau. Tout ça, c'est de la fumisterie. C'est le tableau que vous trouvez dans le rapport Allez, de la Cour des comptes. nous avançons, nous allons maintenant parler d'économie et nous intéresser spécifiquement à l'emploi. Karim Adeli, il faut que nous avancions. Oui, mais je prendrai sur mon temps de parole parce que M. Chenier et M. Xavier Bertrand, qui sont à fond dans la voiture, ne rappellent pas une chose qui est de notre santé publique, la pollution de l'air. Dans notre région, nous sommes un marqueur rouge, 6 500 morts prématurées par an. Alors quand moi je mets en place des dispositifs alternatifs aux tout-voitures seules, c'est aussi pour travailler sur la santé des gens. Et ça, c'est prioritaire dans notre région. L'économie et l'emploi maintenant.
La région qui s'appelle aujourd'hui Hauts-de-France a été marquée au long de son histoire récente par des fermetures d'usines emblématiques. Elles ont eu un impact sur l'opinion, évidemment, surtout abîmé la vie locale. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle sont d'ailleurs venus ici au cours des différents scrutins. Ils ont souvent promis que ça ne fermerait pas. Les fermetures ont continué. Que pouvez-vous faire? On va poser la question dans un instant. Adrien. Avant d'en dire un mot de ces fermetures d'usines, de ces plans sociaux, rappelle quand même que les Hauts-de-France, c'est une région où le taux de chômage est le plus important en France, à 9,3% aujourd'hui. Même s'il est en recul tout de même, il est supérieur d'1,6 point à la moyenne nationale. Ça représente 1 demi-million de demandeurs d'emploi, 558 370 chômeurs. Mais les Hauts-de-France, à noter quand même Jean-Baptiste, c'est la 4e région de France en termes d'emploi industriel. C'est plus de 240 000 salariés en tout. C'est un emploi sur 5. C'est l'automobile, l'agroalimentaire ou encore l'aéronautique. Alors cette industrie, vous l'avez dit, elle a été marquée par des plans sociaux parfois retentissants. Metal Europe, il y a un moment, 2003, Continental à Clairoy dans l'Oise, quelques années plus tard. À chaque fois des centaines de salariés sur le carreau. Plus récemment, dans l'actualité, on avait beaucoup parlé de Bridgestone à Béthune, Whirlpool à Amiens, Cargill à Aubourdin, tout près de Lille. Rien que pour ces 3 entreprises, 1500 emplois perdus. Alors que peut faire la région pour conserver ces emplois, notamment industriels? Bien, un plan de relance de la majorité sortante, 1,3 milliard d'euros, a été voté en juin dernier, mais c'est encore difficile de mesurer son impact. Et je précise que si le chômage est un peu plus haut que la moyenne nationale, il a tendance à baisser un peu plus vite ces derniers mois, ici dans les Hauts-de-France qu'ailleurs dans le pays. Sébastien Chenu, les entreprises viennent, embauchent des gens, partent et licencient, avec à chaque fois le sentiment pour les habitants qu'il y a une impuissance du politique. Vous avez raison, les habitants, et notamment ceux qui se retrouvent au chômage, ont le sentiment de ne pas être épaulés. L'emploi, c'est l'échec majeur du président sortant de cette région. C'est son échec majeur parce qu'il le mettait en avant en disant « avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir, on bombait le torse, on roulait les mécaniques ». Et puis la réalité, c'est que notre région a perdu 20 000 emplois industriels, là encore, source INSEE. Notre région a vu baisser de 21% l'investissement. Là encore, c'est l'IFRAP qui le dit. Je cite mes sources pour ne pas être accusé de fake news par M. Bertrand. Ce sont des chiffres qui sont bien tristes quand on a fait, comme lui, espérer aux gens les créations de centaines et de dizaines de milliers d'emplois. D'abord, ce sont des échecs industriels. Vous en avez rappelé un certain nombre. Bridgestone en fait partie, mais également, je pense à Whirlpool, qui a été le fruit d'une reprise lamentable, qui n'a pas, évidemment, ou Tim, qui n'ont pas trouvé de solution. Ce sont des dispositifs qui n'étaient pas à la hauteur. Le fameux dispositif Proche Emploi, durement, sévèrement épinglé, là encore, par la Cour des comptes, qui dit « ça coûte très cher, ça ne crée pas d'emploi ». C'était l'invention de M. Bertrand. En fait, ça vient doublonner Pôle emploi. Ça n'a servi à rien, ça a coûté cher, ça n'a servi à rien. Et puis de l'autre côté, une logique, qui est la logique libérale qu'on connaît, celle d'Emmanuel Macron ou de M. Bertrand, qui est celle de dire « on épaule tous les grands groupes, mais on n'a pas d'exigence en retour ». Moi, j'attends, au moment où nous parlons, que Bridgestone nous redonne l'argent public qui a été donné pour la formation des ouvriers et des salariés. Toujours pas. Et en réalité, je pense qu'il faut passer par des... Et puis, je ne parle même pas de l'apprentissage, où on est encore bien moins au niveau que d'autres régions. J'ai cité tout à l'heure Auvergne, je vais citer l'Aquitaine. Ben, voyez-vous, pour des régions qui ont à peu près la même taille que la nôtre. Vous faites votre constat, Sébastien Chenu, mais quelles sont vos propositions? Alors, nos propositions, d'abord, c'est changer de philosophie. Je vous l'ai dit, si on aide avec de l'argent public, on doit être exigeant. Ce sont ces contrats d'objectifs qu'on veut passer avec les grands groupes. Vous savez, ils ne viennent pas ici simplement pour nos beaux yeux. S'ils viennent s'implanter dans notre région, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une capacité de travail, il y a une employabilité, ce mot est affreux, mais ça veut dire que les grands groupes, eux, trouvent leur intérêt à venir ici. Donc, s'ils ont besoin de l'aide de la région, il faut qu'en échange, ils maintiennent de l'emploi, ou ils créent de l'emploi local, ou ils fassent travailler des PME locales. Ça, c'est une philosophie qui est différente. Et puis, on va mettre en place, nous, un dispositif qui va avoir des résultats concrets. On l'a imaginé avec les acteurs économiques qui sont autour de moi. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge les 3 mois de période d'essai des jeunes chômeurs qui veulent entrer dans des PME ou des TPE. C'est les patrons de PME et de TPE qui nous ont donné cette idée. Je n'ai pas inventé ça un beau matin. Je leur ai fait confiance. Ils nous ont dit, nous, quand ça va reprendre, parce que la reprise, elle va venir, la croissance, elle va revenir, eh bien, on a cette difficulté. Les 3 mois, on mise dessus et peut-être qu'on fait le pari pour un jeune et peut-être c'est un pari audacieux. Alors, il ne faut pas que ça nous coûte trop cher. Eh bien, on va aider les PME, les TPE. Pas les grands groupes, les PME, les TPE. Et puis évidemment, on va flécher les marchés publics pour les PME locales et relancer l'investissement. On en a parlé tout à l'heure. On n'a pas fini notre échange, cet investissement Sébastien qui est en berne dans notre région. Karima Delli, si vous êtes élue présidente de cette région, comment pouvez-vous garantir aux gens qui sont employés par des grands groupes que leur patron ne partira pas au bout d'un moment, mettant un coup de clé dans la grille? Alors tout simplement, je mettrai justement
et je cadrerai les primes à l'installation. Les grands groupes viendront, mais à une condition, ils ne pourront pas délocaliser ou licencier, notamment avec un contrat, par exemple, sur 15 ans ou 10 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Proche Emploi a été véritablement, je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes qui dit que, ben oui, monsieur Bertrand, je suis désolé, mais c'est sans emploi, sans avenir, mais surtout sans salaire à la fin du mois. Et c'est là où il faut avoir une vision d'ensemble. Moi, présidente, je ferai en sorte de lancer un grand plan de transition énergétique. Tout d'abord, 100 000 emplois verts, non délocalisables et dignes, dans des filières que l'on connaît. L'agriculture, nous avons une agriculture de moins de 2% de bio. Non, si on fait de la reconversion, c'est 30 000 emplois directs, 15 000 emplois indirects avec les circuits courts, etc. Deuxième chose, je lancerai un grand plan de rénovation thermique. Oui, c'est 30 000 emplois directs. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'emploi, mais c'est aussi bon pour la santé des gens et leur pouvoir d'achat. Je lancerai également nous sommes une région, vous le savez, une région polluée qui a été amiantée. Et bien, il faut dépolluer. Nous allons lancer les métiers de la dépollution. Le Covid nous a amené aussi une nouvelle réflexion, notamment sur ces métiers du soin, les métiers de l'autre. Je rendrai gratuit l'ensemble des formations pour devenir infirmière, pour aider les personnes âgées dans les EHPAD. Toutes ces formations seront gratuites. Comment je vais faire? Tout d'abord, je le dis tout de suite, il y aura des conditions sur des critères sociaux et environnementaux sur l'ensemble des entreprises que nous allons aider. C'est terminer les chèques en blanc des entreprises, comme vous l'avez rappelé, Bridgestone, Cargill, Maxamtam, qui prennent l'argent, et l'argent public ne va pas à l'emploi, c'est pour des dividendes, pour délocaliser ou pour mettre justement pour fermer nos usines. Troisième chose, la mise en place de la création de fonds d'accompagnement des entreprises sur notamment les emplois verts. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La région va prendre 25% des cotisations sociales des petites et moyennes entreprises pour les accompagner. Soit elles jouent le jeu des emplois verts, soit elles ne jouent pas le jeu, elles devront rembourser et nous créerons une banque régionale d'investissement pour pousser l'investissement, notamment dans la recherche et développement. Nos petites et moyennes entreprises ont besoin de cela, notamment pour être véritablement le dispositif de notre économie locale à l'heure actuelle. Xavier Bertrand, vous avez 3 minutes de retard. Je commence avec une question, s'il vous plaît, parce que vous êtes mis en cause par vos adversaires sur un dispositif Proche Emploi. Toujours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit, clarifier les choses pour nos téléspectateurs? Je dis à celles et ceux qui nous regardent que ce dispositif, il a permis de retrouver du travail à près de 21 500 personnes. Ce n'est pas vrai. Et pour ces personnes-là, s'il vous plaît, et pour ces personnes-là, elles savent exactement que l'aide qui leur a été apportée par la région leur a permis de retrouver un travail. Voilà la réalité. Alors ce dispositif, je le dis très clairement, on va le continuer. Il va être sur l'ensemble des territoires, plus encore qu'aujourd'hui, et il permet aussi à des employeurs. Les employeurs aujourd'hui, ce n'est pas des aides qu'ils cherchent en premier. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est de pouvoir trouver du personnel et du personnel formé. C'est ce que fait la région. Chaque année, et je le dis encore en m'adressant à celles et ceux qui nous regardent, chaque année, la région permet à 70 000 personnes, demandeurs d'emploi, de trouver une formation, mais une formation pas pour occuper le temps, une formation pour aller à nouveau vers un emploi. Ce sont aussi l'ensemble des formations dans le domaine sanitaire et social. Et même quand vous êtes dans une entreprise, pour vous permettre d'améliorer vos compétences, même pour vous, au-delà même de votre entreprise, vous êtes aussi aidé par la région. Puis il y a aussi, disons les choses très clairement, il y a des entreprises qui ferment. Alors ma responsabilité, c'est de me battre pour obtenir un maximum pour eux et leur permettre de rebondir, de retrouver un autre emploi. Vous prenez Bridgestone, on dit les élus servent à rien, mais parce qu'on s'est battus tous ensemble. On a réussi à obtenir un plan social supérieur de 60% à ce qui était mis sur la table au début. Ça permet aussi aux gens de chez Bridgestone de pouvoir davantage voir venir en attendant de retrouver un emploi. 900 personnes chez Bridgestone, il y en a déjà aujourd'hui plus de 400 qui ont déjà des garanties. Mais mon boulot, moi, ne sera pas terminé tant qu'on n'aura pas retrouvé un emploi pour chacun. Et puis, il y a aussi d'autres aspects. C'est qu'il faut aussi pouvoir se dire, mais mes enfants, ils travailleront dans quoi plus tard? La région est une région qui est en pointe, notamment sur tout ce qui est la technologie. On a Euratechnologie qui avait été mise en place voilà quelques années par Pierre de Saint-Ignon. Mais je crois à l'industrie et on continue à se battre pour l'industrie. Prenez un exemple, la voiture automobile, moi j'en parle pas, nous finançons et nous faisons. C'est la région qui va être à la pointe en matière de batterie pour l'automobile. Il y a une usine à Douvrin pour le groupe PSA, financée par la région et les collectivités locales, les intercommunalités, 2000 emplois. Et lundi prochain, un groupe asiatique va venir confirmer qu'il s'installe à Douai,
avec Renault. Mais regardez pas ce qu'on s'est battu. Renault, qui devait diminuer sa présence dans les Hauts-de-France, va l'augmenter 700 emplois supplémentaires. Et l'usine de batterie, une deuxième usine de batterie, vous savez quoi? J'en veux une troisième usine de batterie, parce que ce sont encore des emplois. Ça, ce sont des réalités concrètes. Il y en a qui peuvent nous dire, il y a des entreprises qui ferment, c'est vrai, et ma responsabilité, c'est de retrouver du boulot aux gens de la région. Mais c'est aussi de faire venir des nouvelles usines. Et si à chaque fois qu'il y a aujourd'hui un emploi, sur 10 emplois industriels en France, il y en a 2 qui sont dans les Hauts-de-France. C'est plus que notre poids de population. Pourquoi? Parce qu'on se bat. Je voudrais juste, pardonnez-moi, vous allez avoir la parole. Je voudrais que nous écoutions un témoignage. On va écouter un habitant de cette région, syndicaliste dans l'usine Cargill. Oui, c'est à Aubourdin, tout près de Lille, dans la métropole lilloise, entreprise spécialisée dans la transformation d'amidon. Un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, est en cours depuis 2 ans. Un plan social que les salariés contestent. Plus de la moitié des effectifs pourraient être supprimés. Un syndicaliste qui la demande de l'aide, qui vous interpelle directement. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Buté, je suis élu CGT Cargill Aubourdin, qui subit un PSE depuis novembre 2019 avec 186 licenciements potentiels. Nos emplois sont délocalisés ainsi que nos profits. Que pensez-vous faire pour réindustrialiser les Hauts-de-France et empêcher cela, sachant que Bercy autorise le dumping social et l'optimisation fiscale, qu'opèrent toutes ces entreprises dans les Hauts-de-France, comme Cargill, Bridgestone ou Carambar. Bon, ce monsieur parle des emplois directs. Évidemment, on doit mentionner les emplois indirects. Enfin, tous les commerçants, les gens qui travaillent autour de ces usines et qui sont concernés par ces plans sociaux. Bercy encourage le dumping, dit ce monsieur. Qu'est-ce que vous lui répondez, Karim Adali? Ce n'est pas possible. Moi, je ne serai pas une présidente des plans sociaux. Je vous le dis tout de suite. Ce qui se passe à Cargill, et je les salue parce que je suis allée plusieurs fois, il y a énormément de méthodes à faire, notamment à Cargill. Tout d'abord, il faut relancer l'activité du fluvial et du report modal. Ça, c'est possible chez eux. On a une ligne de ferroviaire. On a aujourd'hui dans cette ville qu'est Aubourdin des camions qui passent et qui passent, alors qu'il y a l'activité du fret ferroviaire à relancer. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat. Et ensuite, il faut prendre ses salariés et aller vers la reconversion de la transition. Ça, c'est intelligent. Pour relancer de l'industrie dans notre région, que faut-il faire? Moi, je lancerai les grandes assises de l'industrie. Je mettrai les entreprises autour de la table, les syndicats, les ONG environnementales et quelle feuille de route. Ensuite, je le dis très clairement. Pardon, excusez-moi, je me permets d'interrompre. Juste pour une précision. Ce monsieur, il dit, on est dans un PSE qui dure depuis une éternité. Est-ce que les assises, c'est pas du temps en plus et ça manque d'un aspect concret, Karim Adali? Très concrètement, moi, je ne serai pas une présidente du PSE. Pourquoi on en arrive là? Cargill, Bridgestone, Maxamtam, c'est pas nouveau. Pourquoi on en arrive là? Quand j'arriverai à la région, tout d'abord, il faut faire un audit de l'ensemble des entreprises. Une fois que vous avez l'audit, tout de suite, vous savez les financements qu'il faut débloquer. C'est la raison pour laquelle, moi, je tiens à cette banque, notamment régionale d'investissement, qui va justement nous apporter des leviers d'investissement pour accompagner avec eux les salariés, parce qu'il ne faut pas perdre justement leurs compétences, vous voyez, et ensuite d'aller vers des filières. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques filières, mais il y a énormément de filières dans notre région qui ne sont pas portées. Sébastien Chenu. Oui, on n'attend pas en fait d'un président de région qui négocie des plans de licenciement, c'est pas ça. Et d'ailleurs, les salariés de Whirlpool, dont on a tant parlé, 0 ont retrouvé un boulot, 0 ont retrouvé une activité professionnelle qui correspondait à leur qualification. Donc il ne faut pas venir nous raconter que c'est le bonheur partout. Quand une usine ferme, c'est le malheur qui s'abat sur le secteur. Ce qu'il faut, c'est produire ici. Et c'est ça qu'on attend d'un président de région, c'est qu'il aide à produire ici. On a une force incroyable dans notre région. On est fort sur l'agriculture et on est fort dans l'industrie. Il y a une capacité de travail incroyable. On est fort sur ces deux leviers. Et ces deux leviers, on ne les a pas activés. Alors qu'il y a des filières incroyables qu'on pourrait mettre en place. La chimie verte, le recyclage, le pneu vert. Le pneu vert pour Bridgestone, c'était une filière à anticiper. Mais c'est ça qu'il faut faire pour demain. Faire coïncider les formations avec les filières d'avenir. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été anticipé. J'ai cité 10 fois l'usine Matine qui a fermé dans la Somme. L'usine Matine, c'est parce que la filière qui était le transport des poules en cage, etc., eh bien, ce transport des poules en cage a eu des incidences. La filière n'a pas été anticipée, construite, structurée. Eh bien, résultat, l'usine a fermé. Donc voilà, parce que moi je veux bien, mais les usines qui
ont fermé, elles ont vraiment fermé. M. Bertrand, il nous parle des projets à venir. C'est toujours ça pendant les campagnes électorales. Il y a toujours des projets formidables. Vous savez, il y a un an, avant les municipales, à Maubeuge, il devait y avoir un investisseur chinois qui devait arriver avec 150 millions d'euros d'investissement. Ils l'attendent toujours. Donc méfions-nous. Moi, je suis favorable à l'usine de Douvrin, évidemment, mais elle ne fait que compenser en nombre les emplois perdus de Bridgestone. Il n'y a pas de création nette d'emplois derrière tout ça. Il faut produire ici. Xavier Bertrand, vous faites des promesses de campagne? Vous avez vu le sourire et le plaisir de M. Chenu quand il parle des malheurs des gens? Vous avez vu avec quelle délectation il parle des fermetures d'usines? Je vais vous dire une chose. Depuis 2016, on n'a pas été gêné par leurs propositions. Le Front National, il n'est pas là pour apporter des solutions. Mais s'il y a bien un domaine, plus que tout autre, dans lequel ils sont incompétents, c'est l'économie. Alors ça, je peux vous le garantir. Parce que les chefs d'entreprise qu'ils conseillent, j'aimerais bien les voir. Nous, sur la liste, il y a le représentant des ouvriers des dockers. Le patron des dockers est avec nous. Il y a des représentants d'entrepreneurs. Parce que moi, j'ai été entrepreneur, mais je demande à ceux qui savent de s'engager avec moi. Le Front National, près de 300 délibérations, 30 000 emplois. Ils ont refusé de voter pour soutenir les emplois ou pour créer des emplois. Voilà leur bilan. Je vous le dis, leur projet est un danger pour la région et pour les gens de la région. Mais en matière économique, vous l'avez dit vous-même, depuis 5 ans, on n'a pas fait des miracles, mais le taux de chômage, il a baissé dans la région. Rêve 3, ce mariage entre l'économie et l'environnement, 52 000 emplois, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des chercheurs de l'université de la Cato à Lille. Proche emploi, 21 500 emplois. Et les délibérations, les projets très très concrets que nous avons votés, ils ne les ont pas votés. Imaginez la situation si ça avait été eux à la tête de la région. Plus de malheurs et plus de problèmes. Et ce que je voudrais dire à Mme Dely, les assises, tout ça, ce n'est pas dans 10 ans qu'il faut trouver du boulot aux gens. Vous savez, concrètement, on a parlé d'agroalimentaire, l'alimentation animale, les insectes. Certains peuvent se dire, de quoi va parler Xavier Bertrand? Ben, je veux parler d'une chose très sérieuse, c'est que nous avons 2 usines, Insectes et Innovafeed. On est à la pointe, c'est dans la région, d'usines qui s'installent, notamment dans la Somme. Ça, c'est du concret. Parce qu'on s'est battu sur les dossiers, parce qu'à chaque fois qu'un dossier est là, on est en concurrence avec d'autres régions et avec d'autres pays. Il faut savoir que l'usine de batterie, le gouvernement l'aurait bien vue en Grand Est. Eh bien moi, je l'aurais bien vue plutôt dans les Hauts-de-France et elle s'installe dans les Hauts-de-France. C'est ça, se battre, sans baguette magique, sans être capable de faire des miracles, mais en bossant et en se retroussant les manches. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Mais Monsieur Bertrand, de qui se moque-t-on? Vous allez nous faire croire que tout ce que vous avez été incapable de faire, vous allez le faire là, dans les années à venir. Maxamtam, regardez Maxamtam, des salariés qui s'occupaient justement de cette usine d'ammoniac. Ils ont été licenciés, ils ont été sur leur terrain, ils ont sécurisé notamment leur usine pour sécuriser cette usine et aussi les habitants extérieurs. Personne, ni vous, Monsieur Bertrand, vous avez été les voir, hop, un petit tour et puis s'en va. Ensuite, le ministre de l'Intérieur ne leur a même pas dit merci. Ensuite, vous reprenez Bridgestone. Moi aussi, j'étais à Bridgestone. Qu'est-ce que j'avais dit à Bridgestone? C'était pas de faire de la gesticulation en disant j'irai jusqu'au Japon ou ceci. Il fallait racheter le site, tout de suite investir dans la formation des métiers d'avenir. C'est ce que je ferai, Monsieur Bertrand. Nous allons mettre le paquet sur les filières d'avenir dans notre région, nous le savons. Tout ça, et ensuite je termine par une petite chose, parce que Monsieur Bertrand, vous avez raison sur une chose par rapport à Monsieur Chenu, dire la vérité. Proche emploi ne crée pas d'emploi, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. C'est 17 000 accompagnements. 17 000 accompagnements, ce n'est pas de 17 000 créations d'emplois. Sébastien Chenu. Oui, vous savez, se faire donner la leçon par des gens qui ont mis notre pays dans cet état-là, parce que M. Bertrand, il a été ministre 10 fois pendant les gouvernements qui ont désindustrialisé le pays, il faut quand même le faire. C'est-à-dire que M. Bertrand, c'est jamais sa faute quand ça se passe sur son territoire, c'est jamais sa faute quand il est aux responsabilités, mais il a toujours des idées pour le lendemain. Vous savez, il y a des gens qui nous aident. Quand vous avez beaucoup de mépris pour les gens qui sont autour de nous, on l'a compris, vous méprisez le Rassemblement national, ses électeurs, ses dirigeants, ses élus. Mais la présidente de la Chambre des métiers de Sambre-Avesnois, elle n'est pas adhérente du Rassemblement national, elle est sur ma liste, elle a structuré notre programme économique, elle est présidente de Chambre des métiers. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, du mépris qu'il y a derrière? Et au-delà de ça, M. Bertrand il parle de la société Insect. Ben, c'est toujours la même philosophie. C'est-à-dire qu'il dit la région a donné à la société Insect des centaines de millions d'euros. C'est vrai, mais quelles sont les exigences en contrepartie sur l'emploi local, sur la pérennité de cet emploi, sur la capacité à développer de l'emploi local? Il n'y a pas.
comme d'habitude, on ouvre la région comme un guichet. Et puis, si la société NSEC, ce que je ne souhaite pas, je souhaite que ça marche pour notre territoire, eh bien, un jour avait un problème et disait on est obligé de fermer, de plier les Gaules, de faire autre chose, eh bien, on serait là, les bras ballants, on dira oui, on a aidé. Et puis finalement, l'argent public, qui est l'argent des habitants des Hauts-de-France, il aura servi à quoi? Tout ça est une question de philosophie politique. Oui, M. Bertrand et M. Macron, ils ont une philosophie ultra-libérale dans laquelle on aide les gros et on laisse les petites PME et dans laquelle on n'anticipe pas les filières d'avenir. Enfin, sincèrement, l'hydrogène, ça fait combien d'années que Marine Le Pen parle de la filière hydrogène? Je ne dis pas qu'elle est la seule, voyez-vous, mais je pense que c'est une filière d'avenir. Là encore, à la région, on attend de voir ce qui a été fait. On a aidé tout le monde, mais certainement pas le Front National. Un hôtel-restaurant à Cailleux-sur-Mer, c'est une multinationale ou c'est une petite entreprise? C'est une petite entreprise. Ils ne l'ont pas voté. Un exemple concret. Mais c'est faux. C'est tout à fait vrai. Mais attendez, messieurs, il y a une chose qu'il faut qu'on soit d'accord. C'est-à-dire, on ne peut pas donner des subventions à des grands groupes sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Et nos petites PME, quand elles vont pas bien, on leur dit on va vous prêter des prêts. Donc elles vont s'endetter. La logique doit changer à la tête de la région. C'est la raison pour laquelle il y aura des critères sociaux et environnementaux. Et les subventions doivent aller à ces PME pour créer réellement de l'emploi local non délocalisable dans des filières d'avenir. Vous parlez justement de l'hydrogène. Mais il faut voir plus loin. Nous sommes une belle région, nous sommes une grande région. Alors, le ferroviaire, on le relance. Alors, véritablement, les métiers de demain, on a Roubaix. Roubaix, c'est l'industrie du textile. Relancer la deuxième main, l'économie circulaire. On a plein de choses. Donc, à un moment, je vais vous dire, vous étiez en cogestion tous les deux au sein du Conseil régional. Maintenant, il faut arrêter de parler, il faut mettre en œuvre. Excusez-moi, je voudrais vous demander votre avis sur ce qui va se produire là dans les semaines, les mois qui viennent, si vous êtes réélu, si vous êtes élu. Il y a beaucoup d'entreprises qui sortent d'une crise, comme nous tous, sanitaire terrible, qui sont sous perfusion. Et qui ont peur des échéances qui vont arriver parce qu'ils ont des prêts à rembourser, parce qu'ils ont des salariés qu'ils souhaitent conserver, parce qu'il faut faire du chiffre d'affaires pour courir après des remboursements et survivre. Xavier Bertrand, vous leur dites quoi à tous ces gens? Que nous allons travailler dès la semaine prochaine, si les gens nous font confiance, à un nouveau plan de soutien et de relance. Le premier a été voté l'an dernier. Il y a près d'1 milliard d'euros qui ont été injectés dans l'économie, ce qui permet d'ailleurs d'avoir une poursuite de l'activité. On a aidé les entreprises en direct, 12 000 entreprises aidées, 6 000 aides au loyer pour ceux qui devaient faire face à des dépenses de loyer parce que certains de leurs propriétaires n'ont pas voulu leur faire de remise. Et nous allons maintenant présenter un autre plan parce que je ne vous cache pas que j'ai des inquiétudes sur tout le secteur des cafés, hôtels, restaurants. Ça, c'est des emplois non délocalisables, c'est du concret. Le secteur de l'événementiel. Et donc, je veux qu'on puisse les soutenir parce que je pense qu'on aura un été touristique. Les gens ont tellement envie de sortir, de profiter de la vie. Mais la rentrée m'inquiète plus et je veux être à leur côté. Donc, il y a des grandes filières industrielles. Il y a ces acteurs de proximité, le commerce, je veux le garder. Je ne veux pas que tout aille sur Internet, que ce soit les GAFA qui prennent tout ce commerce. Je veux garder des commerces en chair et en os d'une certaine façon, des commerces physiques. Et nous allons continuer à pouvoir les accompagner avec ce nouveau plan de relance et de soutien qui sera opérationnel dès la rentrée. Quel montant vous savez déjà ? Rentrée. Le dernier était d'1,3 milliard. Vous me permettrez d'en parler comme j'ai toujours fait avec les acteurs économiques, Chambre des métiers. Le président de la Chambre des métiers est avec nous, avec également la Chambre de commerce, avec tous les acteurs économiques, de façon à voir ce qui est le plus efficace. C'est ça qui m'intéresse. Vous savez, je pense que si la politique a des résultats, les gens feront à nouveau confiance. Et le maître mot, c'est l'efficacité. Sébastien Chenu. Bon, il n'y a jamais eu de plan de relance d'1,3 milliard, toute la presse l'a dit, la presse quotidienne régionale l'a dit, il n'y a jamais eu de plan de relance d'1,3 milliard malheureusement pour la région, il était beaucoup plus modeste malheureusement, et tout ça est encore une hypertrophie. Vous et lui, Sébastien Chenu. Moi, ce que je souhaite, c'est 3 choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les filières. On a oublié de parler de la filière du lin, incroyable dans notre région. On produit du lin, c'est les Chinois qui viennent nous l'acheter et qui viennent leur expédier. Sébastien Chenu, mais je vous interroge pour les entrepreneurs qui vous regardent, qui sont là. J'y viens. Les filières d'avenir. L'aide aux PME, je vous l'ai dit, pour embaucher des chômeurs. Et puis, un fonds régional d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a de l'épargne qui existe chez les Français, qui est mal rémunérée d'ailleurs par le livret A. Et de l'autre côté, les PME, TPE, elles ont du mal à se financer. Eh bien, nous mettrons en place un fonds régional d'investissement qui permettra de flécher cette épargne vers les PME, TPE. Ça, c'est concret. Ça n'a pas été fait, c'est concret, ça aidera des PME, des TPE, des petites boîtes qui, pour passer un moment difficile, pourront trouver, à travers la région, à travers ce fonds régional, un coup de main. Karim Adeli, vous dites quoi à ces entrepreneurs ?
Tout simplement, d'abord de dire que si M. Bertrand est élu, il ne s'occupera pas d'eux, puisqu'il sera dans la course à la présidentielle. La deuxième chose qui est véritablement vraie, moi je monte tout de suite la Banque régionale d'investissement, qui sera justement là, une soupape de sécurité pour tout de suite aider nos petites et moyennes entreprises. Et j'ai un mot très clair pour le soutien des petites structures culturelles, qui a vraiment pris un coup sur la tête avec le Covid. Nous mettrons en place un plan d'urgence, notamment pour les artistes, pour les créateurs, pour faire vivre la culture sur tous les territoires et qu'il soit accessible à tous et tous. Nous allons maintenant ouvrir le chapitre consacré à l'environnement. Si vous êtes venu dans cette région des Hauts-de-France, vous avez pris le train, la voiture, vous avez sans doute vu en venant, quel que soit le moyen de transport, des mâts d'éoliennes. Ces éoliennes, leur implantation, elle est vécue très différemment par les habitants de votre région. Certains y voient un atout fondamental, un moyen de produire de l'énergie sans polluer. D'autres, au contraire, le considèrent comme un sujet, une source de pollution visuelle et sonore. Je précise tout de suite, et c'est très important, que l'implantation de ces mâts d'éoliennes n'appartient pas aux compétences régionales. C'est le préfet qui donne son feu vert pour leur implantation. Mais il y en a beaucoup, Adrien. Alors il y en a beaucoup. Un chiffre d'abord, le budget annuel de la région pour l'écologie, car effectivement, ce n'est pas une compétence directe, l'écologie, 120 millions d'euros par an. Mais surtout, le point de crispation, vous l'avez dit clairement, Jean-Baptiste, depuis le début de cette campagne, c'est l'énergie éolienne, plus particulièrement le développement des mâts éoliens dans la région. Alors c'est très simple, la région en compte actuellement 2600 éoliennes en 5 départements. C'est la première région de France en termes d'implantation, tout simplement. L'énergie éolienne représente 21% de la production régionale d'électricité. C'est beaucoup, c'est un quart de la production éolienne nationale. C'est encore loin du nucléaire, évidemment, avec la centrale nucléaire de Gravelines. C'est la plus puissante centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest. 2600 mâts d'éoliennes dans la région des Hauts-de-France. Je vous ai entendu dire, Xavier Bertrand, hélas, cela n'est pas dans les prérogatives de la région. C'est-à-dire que vous avez envie de demander le transfert de ces prérogatives, ça arrive, hein, c'est possible de demander. Oui, mais pour l'obtenir, ça se jouera au moment de la présidentielle, pour savoir si on dit stop ou encore au développement anarchique de l'éolien. En attendant, dans la région, on a toujours donné un avis négatif au projet. On a réussi à bloquer 160 projets. Un projet, vous multipliez par le nombre de mâts, mais ce n'est pas suffisant. Les gens en ont marre. En ont marre de voir défigurer les paysages. Les gens en ont marre également d'être encerclés par les éoliennes. Les gens en ont marre qu'on ne leur demande pas leur avis et que les promoteurs viennent en proposant de prendre des terres et d'installer ces mâts. Donc nous avons décidé, comme l'État n'a pas tenu ses engagements, nous avons décidé de financer une fédération d'associations anti-éoliennes pour pouvoir financer soit de l'information, soit des études environnement santé, on en a besoin, ou des actions pour bloquer les projets et faire respecter l'avis des populations. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on récupère cette compétence et qu'on puisse dire oui ou non. Mais dans la région, vous l'avez dit vous-même, un quart des mâts éoliens sont dans la région des Hauts-de-France. Au bout d'un moment, basta, ça suffit. La France, les Hauts-de-France, c'est une culture, des traditions, mais ce sont aussi des paysages. On est en train de nous défigurer les paysages. Donc pour nous, les choses sont très claires. Maintenant, c'est non. Vous avez un peu le même point de vue, Sébastien Chenu, là-dessus. Oui, la différence, c'est que moi, je n'ai pas été aux responsabilités. On peut se demander ce qu'a fait M. Bertrand. Pour le coup, il ne s'est pas beaucoup battu pendant ces années-là. C'est tellement peu battu que c'est le gouvernement dans lequel il était qui a mis en place le schéma régional de l'éolien 2010-2012 et qui multiplie par 3 le nombre d'éoliennes dans le pays. Donc vous vous rendez compte, c'était là où siégeait M. Bertrand que les choses se sont imaginées, faites, et on en a payé les conséquences. Se battre, parce que M. Bertrand a laissé faire en réalité, ça veut dire d'abord des référendums. Moi, je souhaite un référendum pour qu'il y ait un moratoire sur l'éolien dans notre région. Ça, c'était possible de le faire. M. Bertrand, il aurait pu le faire. Ben non, il ne l'a pas fait. Ben moi, je souhaite que ce soit fait. Je souhaite des référendums locaux aussi, parce que je crois d'ailleurs beaucoup à la culture du référendum local, au fait de demander l'avis des gens concernés. C'était une revendication des Gilets jaunes. Eh bien, moi, j'y suis favorable à ces référendums locaux. Et puis, on va financer des études épidémiologiques. Moi, j'ai rencontré des éleveurs, j'ai rencontré des agriculteurs, j'ai rencontré des gens qui ont du bétail et qui m'ont dit et qui m'ont montré l'état de leurs troupeaux parce que des éoliennes étaient implantées à 2 km. Et je pense qu'il faut que des études épidémiologiques viennent dire réellement les dégâts que crée l'éolien. Et puis, j'en termine parce que j'ai un petit peu de retard. Non, mais juste sur cette question, parce que moi je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu ce bétail, je crois. Bien sûr. Non plus. Vous avez vu quoi? Mais c'est pour ça, des vaches qui sont maigres, qui ne donnent plus de lait, et il y a une coïncidence avec la présence de l'éolienne installée 2 ans avant. C'est pour ça qu'il faut financer des études épidémiologiques pour savoir exactement les conséquences qui existent. Soutenir bien sûr le tissu associatif qui se bat contre ces éoliennes. Il y avait des choses à faire. Elles n'ont pas été faites, ces
6 années passées. Donc on a perdu du temps. Donc la région a perdu du temps et elle s'est couverte d'éoliennes. Et puis je dois dire que là encore, il y a des projets sur lesquels on pouvait faire entendre, donner de la voix. Il y a un projet d'éoliennes au niveau de Dunkerque qui est dans les cartons. Eh bien, on n'a pas entendu la majorité de M. Bertrand s'y opposer. Un coup c'était oui, un coup c'était non, un coup il ne savait plus. Il fallait ménager le maire de Dunkerque, ceci. Nous y sommes opposés. L'éolienne détruit des fonds marins, l'éolienne abîme les paysages, l'éolienne ne crée pas d'emplois. L'éolienne est une escroquerie. Je vous laisse répondre au mot, ensuite je donne la parole à Karim Adeli. Juste un point. Le Front National est contre les éoliennes seulement au moment des élections. Seulement au moment des élections. En 2015, la mairie d'Hénin-Beaumont, Front National, Il n'y a pas une éolienne à Hénin-Beaumont. a vendu Pas une. des terrains qu'elle avait, qui étaient sa propriété, à un promoteur éolien, en toute connaissance de cause. Yep. Monsieur Thor, qui est le leader du Front National dans le département de l'Aisne, s'est exprimé sur une vidéo pour dire « c'est très bon les éoliennes, parce que faux. ça fait des recettes ». C'est faux. Et s'il dit que c'est faux, il y a un compte Twitter C'est faux. que nous venons de mettre en Oui. place, Éolien FN. Je demande à chacun, et si votre régie veut le faire, ce compte Twitter va donc publier la vidéo de M. Thor, responsable tête de liste du Front National dans l'Aisne. Ce compte Twitter va aussi déposer la délibération de la mairie d'Hénin-Beaumont et on verra qui est un menteur. Le menteur est à côté de moi. Ce qu'il faut, c'est mettre les films et les vidéos en entier. Éolien Or, FN. M. Bertrand et ses Éolien équipes, FN. comme avec les rapports de la Cour des comptes, en fait, ils coupent. Et ils coupent quand ça les arrange. Donc évidemment, nos élus sont contre l'éolienne. Évidemment, Philippe Thor s'est opposé à moment ce des projet élections. qui était avant qu'il ne soit maire. Enfin, je le dis parce qu'il y a un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. Il n'y a pas une éolienne à Hénin-Beaumont. Philippe Thor, dont M. Bertrand fait la publicité, ce qui lui permettra d'être très connu après l'émission de ce soir. Et bien entendu, il a hérité d'un projet lorsqu'il est devenu maire. Il s'y est opposé. Merci et beaucoup. évidemment. Karim Adeli, vous avez quasiment 2 minutes pour parler des éoliennes. Vous êtes favorable, vous, à l'implantation des éoliennes, hein? Non, mais à l'heure du dérèglement climatique, nous avons 2 personnes qui sont dans le déni climatique. Aujourd'hui, nous n'avons pas trop le choix. Nous devons faire attention au dérèglement climatique. C'est la raison pour laquelle, moi, je propose un mix énergétique. L'éolien, dans notre région, c'est 2150 emplois locaux non délocalisables. Nous avions un superbe centre de formation, le Wind Lab, notamment des métiers de demain dans l'éolien. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a supprimé. Alors que 80% des jeunes qui rentraient dans cette formation sortaient avec un CDI. Vous voyez, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et ensuite, la chose qui est quand même extraordinaire, c'est et le mix énergétique, ce n'est pas seulement de l'éolien, c'est le solaire, c'est la biomasse. Et vous voyez, ce que je regrette fortement, c'est de ne pas comprendre que ce secteur, 76% des Français sont favorables à l'éolien, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire avec les maires et la population. Ça, c'est la première chose de la consultation. Nous avons un débat et des enquêtes publiques qui sont faites, hein, notamment, regardez le projet de Dunkerque, c'est fait avec c'est très sérieux ce qu'on est en train de faire. Deuxième chose qui est très importante, c'est un secteur 25% de croissance par an. Quelqu'un peut me citer un secteur qui ait autant de croissance? Aucun. Et la dernière chose, c'est que par rapport à ça, on voudrait nous vendre un sujet qui n'est pas du tout de la compétence de la région, mais les chers téléspectateurs, le nucléaire n'est pas une compétence de la région. Et M. Chenu, comme M. Bertrand, qui ont absolument le même programme sur ces questions-là, n'entendent pas que non, l'avenir ne sera pas à l'EPR, dont on ne sait absolument pas le coup de demain, mais surtout, on ne connaît pas ce qui va se passer. Parce que moi, ma priorité, c'est la sécurité des gens, notamment sur la question du nucléaire. Alors je rassure notamment les salariés de Gravelines qui, eux, peuvent se poser des questions. Non, moi je suis écologiste, la sortie du nucléaire, ça ne se fera pas tout de suite. Je suis désolée, ce ne sera pas avant 15-20 ans. La dernière chose, c'est qu'on ne peut pas parler d'écologie si on n'a pas une vision globale. C'est la raison pour laquelle je ne laisserai pas le portefeuille de l'environnement à un chasseur. Pourquoi ? Parce que justement, il faut arrêter à la tête de la région les politiques clientélistes qui sont pathétiques. Nous allons arrêter tout ça et mettre en place, oui, une première convention citoyenne sur le climat. Vous parlez de quoi? Parce que je ne vous comprends pas, le clientélisme. Eh bien, très simplement, quand vous regardez le but, parce que nous avons quand même à la tête de la commission environnement un chasseur. Donc, vous voyez un petit peu la question notamment des intérêts. Non, mais c'est plus clair pour nos téléspectateurs, Karim. Non, mais je préfère le dire. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Il faut faire de la politique environnementale avec vous, les citoyens, et mettre tout le monde autour de la table, comme la convention citoyenne
citoyenne qui a été trahie par le gouvernement, mais qu'on ait une véritable feuille de route. Dans un instant, Adrien, vous nous direz où on en est de la centrale de Gravelines, quel âge elle a, etc., s'il vous plaît. Juste avant ça, Xavier Bertrand, il y a donc un chasseur à la tête de la commission environnement, vous avez dit oui. Madame Dely, Oui. et pour les éoliennes, quand on habite en ville, c'est pas gênant d'être pour les éoliennes. Mais monsieur Bertrand, il faut aussi se mettre à la place des ruraux pour respecter le mode de vie des ruraux. C'est vrai que quand on n'en a pas à proximité, on peut très bien être pour, juste quand on les voit en passant en voiture ou en train. Mais je ne connais pas beaucoup de promoteurs d'éoliens qui ont leur maison, leur résidence principale ou leur maison secondaire en bas d'une éolienne. Et puis c'est aussi une façon, disons les choses très clairement, de vouloir la mort et d'accélérer la mort du nucléaire. On veut une énergie décarbonée, c'est le nucléaire. Des emplois, il y a bien mieux que votre développement dans l'éolien. Il y a le nucléaire. Dans la région, c'est 2000 emplois à Gravelines. C'est 500 emplois à Framatome. Ce sont des filières de formation que finance la région pour préparer l'avenir. Et comme Gravelines aura forcément une fin de vie, il faut anticiper. Et je serai candidat pour le conseil régional pour l'installation de 2 EPR. Parce que quand on dit c'est pas pour tout de suite, vous savez, quelqu'un qui bosse à la centrale. Pour nos téléspectateurs, pour que ce soit clair, je vous redonne la parole juste pour que ce soit clair. La centrale à quel âge, on essaye de ne pas s'interrompre. Mais justement, je vous redonne la parole dans un instant. Elle a 40 ans, elle a été ouverte à l'hiver 1981, elle vient de fêter ses 40 ans, et elle était prévue pour être en service durant 40 ans. Elle vient d'être relancée pour 10 ans de plus. Voilà, donc ce qui veut dire que si vous n'anticipez pas dès maintenant avec les EPR, ceux qui sont à Gravelines, qui ont 35 ou 40 ans, ils n'ont plus de boulot dans 10 ans. Le rôle du politique, c'est aussi d'anticiper. Une énergie décarbonée, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est aussi l'emploi. C'est aussi notre souveraineté, notre indépendance. Quand vous voyez ce qu'ont fait les Allemands avec leur centrale à charbon, non mais il faut quand même complètement être marteau. Et donc, très clairement, moi, je l'indique, je souhaite que l'on continue à développer le nucléaire parce que ce sont clairement des emplois. Et vous m'avez aussi interpellé. Donc, double projet d'EPR, projet de 2 EPR pour la région. Comme l'a fait la Normandie, mais seulement il faut que le conseil régional soit candidat. Sur la question des chasseurs. Combien ça coûte en Normandie, monsieur Bertrand? Sur la question des chasseurs. Vous m'avez demandé, je voudrais m'expliquer. Oui, vous allez vous expliquer juste après, juste sur la question des chasseurs. Après. Sur le PR, évidemment, Gravelines, ça produit 3 fois plus d'électricité que toutes les éoliennes de la région. On a besoin de Gravelines, on a besoin de le prolonger. Moi, je suis pour qu'il y ait effectivement l'utilisation du nucléaire. Je suis pour qu'il y ait effectivement d'autres EPR dans notre région. Vous savez, 76% des habitants, vous citiez ce chiffre-là, sont favorables aux éoliennes, mais ils n'habitent pas à côté. Et pourquoi accepter des référendums, je termine, à Notre-Dame-des-Landes et les refuser ici? Faisons-les. Il y a bien un projet qui a été refusé, c'est celui du Touquet. Là où va aller voter Emmanuel Macron quand il va voter pour Xavier Bertrand dimanche, là, le projet éolienne, il s'est arrêté. Donc on peut faire des référendums, on peut cesser. Et puis je termine, je ne vous ai pas coupé. Je termine. Et moi, je ne veux pas entendre, Karima Dely, dans votre bouche, tout comme dans la bouche de personne, qu'on veut se payer le scalp des chasseurs. On a besoin des acteurs de la ruralité. On a besoin d'eux pour, notamment, par exemple, défendre les zones humides. On a besoin d'eux pour nous accompagner dans la gestion de l'environnement. J'aime pas cette mentalité. Sébastien Chenu, je vais parler de ça juste après. Voilà. Quand Xavier Bertrand dit moi j'ai un projet de 2 EPR, c'est un projet qui me semble cohérent. Nous soutenons le nucléaire depuis toujours, donc ce ne sera pas une surprise de nous avoir aux côtés de ceux qui défendent un projet de 2 EPR, bien entendu. Mais encore une fois, encore un point de programme où M. Chenu, comme M. Bertrand, sont d'accord. Et donc, pour vous dire juste, messieurs, que vous ne savez déjà pas le prix de l'EPR à Gravelines. Aujourd'hui, on nous l'a vendu quand même à 3-4 milliards, et puis après c'était 10. Aujourd'hui, c'est 19 milliards d'euros. Qui va payer? C'est vous peut-être? Non, ce seront les habitants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas sûrs de cette innovation. Je suis désolée, l'EPR qui est en Chine actuellement présente énormément de problèmes. C'est vous qui allez, comme ça, du claquement de doigts, dire que ça va être sûr. Vous ne le savez pas. Donc moi, je fais confiance à une chose, des choses qui marchent. Notamment, regardez ce qui se passe à Montdidier, avec la maire Catherine Quignon, que je salue par ailleurs, qui montre à quel point, grâce à l'éolien, ça lui permet à chaque habitant d'avoir 50 € de pouvoir d'achat en termes notamment d'électricité, ça crée de l'emploi, mais surtout de faire une régie publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Chenu, comme Monsieur Bertrand, vous n'allez pas m'attaquer sur la question des chasseurs. Alors justement, non mais là, je vais vous le faire tout de suite, parce que déjà, les chasseurs, ils ne reculent devant rien, puisque devant même mes affiches, ils les ont pris à partie avec du sang sur mes affiches. Je n'ai pas peur d'eux. Moi, je défends la biodiversité et oui, la condition animale, que vous vouliez ou non, et je suis fière. Et je rappelle que les chasseurs, quand vous dites que oui, ils préservent la biodiversité, moi je dis aussi que les chasseurs, faites attention, ils ne tuent pas seulement les nuisibles. Il y a des accidents
Oui, il y a des accidents d'humains. C'est pas moi qui le dis. Regardez S'il vous plaît, ce qui se Karima passe. Deli. Sébastien Donc, Chenu, c'est vous avez la dangereux. parole et ensuite vous Et avez- je S'il vous termine plaît. sur cette question-là parce qu'elle me tient à cœur. Les forêts, ce sont notre bien Non, commun. vous avez de l'avance, Karima Deli. Et Juste donc, point ce par sera point, s'il vous pas plaît, des comme ça c'est points- clair pour tout le monde. Ce sera Un moment. pas des Sébastien points Chenu. privés, Voyez-vous, notamment pour ça. Karima Deli, moi j'aimerais bien que vous mettiez votre belle énergie au service de ceux qui se font taper dessus. Par exemple, quand les associations fracassent les vitrines des bouchers, moi je trouve ça inacceptable. Voyez-vous, moi, je vous ai pas on est coupé. d'accord, y a pas de problème. Moi je pense qu'on a besoin de tout le monde et je pense qu'on a besoin des chasseurs. Et je pense qu'on ne peut pas en parler comme vous en parlez. Je pense qu'il faut les associer, pas comme une clientèle électorale, comme des gens qui sont des acteurs incontournables du monde de la ruralité aux décisions qui seront prises. C'est pour ça que moi, avec mon plan de préservation des zones humides, Mais vous je vais savez le associer nombre S'il vous plaît, les Karima Deli, chasseurs. s'il vous plaît. Et puis, Non, mais vous, c'est pas pour les terminer chasseurs. sur les éoliennes, n'oublions pas que les factures d'électricité ont augmenté à cause de cela. Et n'oublions pas que, par exemple, le locatif, vous parliez de Montdidier, il se trouve que j'y étais ce matin. Eh bien, à Montdidier, le locatif, parce que évidemment, le locatif et les propriétaires voient leur maison dévaluée parce qu'il y a évidemment autour énormément d'éoliennes. Donc vous êtes en train de vanter quelque chose qui fait que les gens ont du mal à vendre ensuite leur maison parce qu'ils sont entourés d'éoliennes. Mais les Donc vous voyez, ça a des habitants, non. conséquences. Attendez. Vous habitez probablement en centre-ville. Ça a des conséquences que vous sous-estimez Ce n'est pas pour ma les faute. acteurs de la ruralité. Non, mais- Au sujet de la chasse, s'il vous plaît, pour qu'on reste sur une thématique que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Vous voulez que ce soit clair? Ouais. Moi, je soutiens les chasseurs. Tous les chasseurs. Pourquoi? Et pas seulement les jours pairs. Et les jours impairs, je ne les soutiens pas. Regardez à Hénin-Beaumont. À Hénin-Beaumont, ils aiment les anti-chasses. Hénin-Beaumont, c'est le Front National. Dans la vie, il faut être C'est quoi cohérent. cette histoire Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Il faut respecter les autres avis, mais en tout état de cause, il faut faire un choix. Je n'aime pas la façon dont Mme Dely parle, mais à chaque débat, c'est pareil, des chasseurs et plus largement des ruraux. Les chasseurs, les Est-ce que vous êtes pour pêcheurs, la chasse à court, monsieur Bertrand oui, madame. D'accord. Les chasseurs, je ne vais pratique vérifier. pas, je ne suis pas chasseur, mais je respecte les chasses de tradition. Tiens, ça serait intéressant que vous posiez la question à monsieur Chenu, si vous me permettez. Ce que je veux vous dire, c'est que les chasseurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les ruraux, ils ne dictent pas leur mode de vie aux Mais urbains. les ruraux, ils mais aiment la nature, c'est mais ça ils que vous veulent n'avez pas tout, compris. mais ils veulent tout simplement qu'on leur fiche la paix et qu'on les laisse vivre en paix. Je n'aime pas cette façon dont les chasseurs ont été avant que je n'arrive, des parias au conseil régional. Pas le droit de citer. Les agriculteurs n'étaient associés à rien. Ils étaient obligés de manifester devant le conseil régional pour se faire entendre. Cette ère-là est derrière nous. Tant que je serai à la tête de la région, je respecterai les urbains et les ruraux. Et les chasseurs, qui sont des écologistes de bon sens, parce qu'ils savent aussi qu'il faut respecter la nature. Je ne permettrai pas que qui que ce soit s'en prenne à eux. Je vais plus loin aussi. C'est qu'on va avoir besoin, après ces terribles inondations que nous avons connues cette fois encore, mais c'est régulier. Là, il y a eu ce drame de ce jeune homme. C'est que nous allons avoir besoin de replanter des haies. La région a commencé à le faire pour des centaines de kilomètres de haies. Remettre des talus en place pour éviter inondations et coulées de boue. Il faut le faire avec les ruraux. Moi, je le ferai avec les ruraux. C'est à Beauvais, hein, que Alors, jeune homme de 17 ans. moi, est allé Beauvais, employé. un point. le sud de Non, mais l'Aisne là- et également la Somme. Un Il n'y a point, pas moi, eu- Moi, je voudrais à dire- Beauvais, Un le point de drame. Sébastien Chenu, Je vous êtes disais- encore en avance, Karima Deli. Moi, sur je les temps. disais qu'il fallait associer tout le monde et je le fais. J'ai sur ma liste Nicolas Lotin, président des chasseurs de la baie de Somme, Jean-Louis Soufflet, président des chasseurs de gibier d'eau, parce que ce sont des amoureux de la ruralité, parce que ce sont des acteurs reconnus de cet univers-là et qu'ils vont m'épauler sur ces dossiers-là. Mais simplement, moi, je ne veux pas qu'on oppose, comme vous le faites les uns et les autres sans arrêt, les pros, les anti-chasses, etc. Ça n'a pas de sens, sincèrement. Moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde, mais surtout la souffrance animale aujourd'hui, pour en dire un mot, puisque vous souhaitiez qu'on en dise un mot, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est dans l'industrie agroalimentaire, c'est pas dans la ruralité qu'on fait souffrir les animaux. Demandez aux agriculteurs, allez les voir, rencontrez-les. Vous verrez, ils soignent leurs animaux, ils sont au plus près d'eux. C'est dans l'industrie agroalimentaire qu'il y a un problème de souffrance animale et parfois de dignité animale. C'est pas dans la ruralité. On a besoin d'eux. Et évidemment, Ouais, juste, je pose la question à tout le monde. Enfin, pour Karima Deli, la réponse sera très claire. Mais la chasse à court, Sébastien. Mais moi, je suis pas pour les interdits. C'est quoi cette histoire d'interdit? Moi, quand je n'aime pas quelque chose, par exemple, je suis pas fan de corrida, ben, je n'y vais pas. Mais je ne cherche pas à emmerder le monde en l'interdisant. Ben, c'est une philosophie de vie. Je ne suis pas pour les interdits. Je pense que Pas quand la on a une position de passion, Madame Le Pen. lorsqu'on croit à quelque chose, lorsqu'on aime quelque chose, on a le droit de le vivre. Je suis pas pour les interdits. Désolé d'être un homme de liberté. Je rappelle juste que les chasseurs, ce n'est pas toute la ruralité. Alors, contrairement à vouloir me donner des leçons, parce que je n'ai absolument pas de leçons à recevoir de vous, messieurs, j'étais justement dans les territoires ruraux. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que parfois, oui, les chasseurs les embêtent parce qu'ils ne peuvent pas aller se promener correctement dans les forêts parce qu'ils ont peur, notamment avec leurs enfants.
Eh ben moi, je trouve que c'est pas normal. Vous voyez, ça c'est notre bien commun. L'accès à des forêts, c'est pour tout le monde. Ensuite, Monsieur Bertrand, vous dites, je continuerai à défendre les chasseurs. Vous avez le droit, je vous respecte. Moi, je dis juste que vous avez eu pas trop la main verte, je vous l'ai dit encore hier, et vous n'avez pas la main verte, mais vous avez eu la main lourde, dure, pour toutes les associations de défense de l'environnement. Vous avez coupé des subventions, alors que dans notre territoire, nous avons besoin. Je rappelle que nous sommes la dernière région de la transition écologique. Et la dernière chose, parce que je le dis de manière très tranquille, c'est que notre région ne peut pas se permettre ce que vous faites, c'est-à-dire depuis 6 ans, l'inaction. Le dérèglement climatique est là, et vous l'avez rappelé tous les deux. On doit être très humble face aux défis climatiques. Nous voyons ce qui a été fait, les malheurs, notamment dans l'Oise et dans la Somme. Et bien sûr, les inondations sont là. Mais derrière, si on ne fait rien, les conséquences dramatiques de l'inaction du dérèglement climatique, ça peut être des drames humains, ceux qui perdent leur maison, ceux qui ont aujourd'hui vécu des drames humains, c'est parce qu'on n'a rien fait pendant 6 ans, c'est terminé. Moi, à la tête de la région, nous mettrons en place des vraies politiques de dérèglement climatique et de suivi d'une vraie politique environnementale et notamment de sauvegarde de la biodiversité parce que c'est notre destin qui en Vous avez d'avance sur le temps de parole. dépend. Xavier Bertrand, d'un mot, vous avez coupé les vivres à des associations de défense de l'environnement? À celles qui étaient anti-chasse. C'est la cohérence que je revendique. Quand leur seule essence était de dire on veut la mort de la chasse, je suis désolé, à partir du moment où je reconnais, en ce qui me concerne, que ce sont des écologistes de bon sens, oui, je ne peux pas non plus financer ceux qui veulent la mort de ceux qui y sont dans ma politique. C'est un problème de cohérence. Deuxièmement, sur la chasse à courre, intéressante la position de M. Chenu, ce n'est pas la position de Mme Le Pen qui, le 21 mars dernier, disait que c'est une cruauté. Moi, je vais donner ma position très clairement. Il y a aussi autre chose que je ne permettrai pas. Je m'adresse, je ne sais pas s'ils nous regardent, aux salariés d'Erta à Saint-Paul. Ils sont dans l'agroalimentaire. Quand on entend les propos à l'instant du Front National qui dit qu'il y a de la cruauté dans l'industrie agroalimentaire, il faut arrêter de faire des propos de campagne qui blessent. Parce que ce n'est pas ça la réalité. Je suis allé les voir et je sais pertinemment ce qu'ils font. Encore une fois, il faut faire attention à ne pas agresser et à ne pas blesser les gens. N'importe comment, sous couvert d'être en campagne électorale, on ne peut pas tout dire dans une campagne électorale. Bon, Monsieur Bertrand confond tout et cherche à opposer les gens. L'inverse de ce que je souhaite faire, c'est-à-dire les unir. Moi, je pense qu'avant de punir les Français parce qu'ils prennent leur voiture, parce qu'ils sont pour ceci, parce qu'ils ont tel goût, il faut chercher à les rassembler sur un projet. C'est le localisme, c'est l'idée de produire ici. C'est ça notre projet en réalité. Sur l'industrie agroalimentaire, bien sûr qu'il y a des problèmes de souffrance animale dans l'industrie agroalimentaire, les transports de poules en cage, etc. Bien sûr que ce sont des problématiques qui sont devant nous. Pourquoi ne pas le dire? Mais ce n'est pas lié aux gens qui travaillent dans ces usines-là, évidemment. Simplement, moi je pense qu'il faut être clair, on ne traite pas les gens comme des clientèles. Le problème de M. Bertrand, c'est qu'il traite les gens comme des clientèles. Alors il donne un petit peu à ceci, un petit peu à cela, il coupe ici, il donne à droite et à gauche, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision pour la région. Créer une vision qui associe les agriculteurs, qui mette en jeu la biodiversité, etc., on ne va pas le faire les uns contre les autres, on va le faire tous ensemble. Moi, quand je choisis de m'entourer de gens qui sont représentants du monde de la chasse, du monde de la ruralité, c'est parce que je crois aussi qu'il faut rééquilibrer les politiques qui ont été menées dans cette région. Tout a été concentré sur la métropole de Lille, tout a été concentré, les moyens, les objectifs, les projets, et on a laissé la ruralité de côté. Moi, je serai le candidat qui va rééquilibrer tout ça. Merci beaucoup. Alors, en parlant d'équilibre, juste, pardonnez-moi de vous interrompre, ça n'est pas bien élevé, mais vous êtes quasiment à l'équilibre des temps de parole, et nous allons ouvrir le dernier chapitre de cette émission qui est consacré à la politique. Et je salue Adrien Lanois qui vient de s'échapper. Dans votre région, à tous les trois, sans doute plus que dans aucune autre, cette élection régionale a pris des tournures nationales. Premier élément, Xavier Bertrand, vous avez fait de cette élection un préalable à une course à l'élection présidentielle, précisant que si vous n'étiez pas réélu ici, vous arrêteriez la vie politique. Il y a un aspect inédit sur l'union de la liste de gauche que vous menez, Karima Delli. Vous avez fait l'union derrière vous, les socialistes, les écologistes, la France insoumise, les communistes. C'est une première de ces derniers mois. Et puis, Sébastien Chenu, le Rassemblement national, espère évidemment très fort être dans cette région, pouvoir gouverner dans cette région, première région gagnée par le parti. Est-ce qu'il n'y a pas un petit avant-goût de l'élection présidentielle dans ce qui se déroule ici dans les Hauts-de-France, Sébastien Chenu ?
Écoutez, en tous les cas, ce n'est pas nous qui avons choisi de dire qu'on quitterait la région si on était élu. Moi, si je suis élu, je serai président de cette région. Parce que quand on a une région qui a des indicateurs aussi mauvais en matière de santé, qui a un chômage aussi important, qui a des difficultés en matière de sécurité, en matière d'infrastructure, on ne part pas mener notre combat. On reste ici, on travaille pour ses habitants. On ne part pas fanfaronner, faire un tour de France dans l'outre-mer, etc., pour simplement vendre sa trombine. Non, on s'occupe de cette région. Quand on est élu pour un job, on le fait. Eh bien moi, c'est ce que je vais faire. Effectivement, certains ont choisi de s'en servir comme d'un marchepied pour des ambitions personnelles. Moi, ce n'est pas le cas. Je vais demeurer dans cette région. Et puis, vous savez, un certain nombre de candidats, enfin Xavier Bertrand, pourquoi ne pas le citer, il est obsédé par l'idée de faire barrage au Rassemblement national. C'est-à-dire des millions d'électeurs qui espèrent autre chose. Il est tellement obsédé qu'aujourd'hui, il fait des tracts avec le PS et le PCF. Enfin, c'est bien sérieux, sincèrement. Est-ce que ces gens ont complètement perdu la boussole pour pouvoir aujourd'hui se dire qu'ils n'avaient plus aucune idée, que tout était interchangeable? C'est ce système qui a créé tous les problèmes que nous vivons dans la région. Oui, ce sont tous ces gens qui étaient aux responsabilités pendant des années. Alors l'alternance, elle est nécessaire. Et je veux dire, elle est même attendue, elle est même espérée, parce que ça permet de mettre fin à des mauvaises habitudes, l'alternance. J'ai parlé tout à l'heure des subventions à des structures liées à l'islamisme, etc. Ça permet d'ouvrir des nouveaux dossiers, de prendre à bras-le-corps le dossier de la sécurité. C'est ça l'alternance, c'est ça dans une démocratie. Xavier Bertrand, vous avez fait un tour de France pour montrer votre trombine, vient de dire. Juste un point avant, qui est plus important. Monsieur Chenu me reproche de dire qu'il vaut mieux choisir un candidat communiste qu'un candidat du Front National. Oui, je l'assume. Mais vous savez, monsieur Chenu, il vaut mieux être avec les communistes qu'avec les identitaires, l'extrême de l'extrême droite. Ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans, vous allez sur un chemin qui va s'écrouler sous vos pieds, monsieur Bertrand. Vous pensez que vous m'impressionnez? Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais vous dire deux choses. Monsieur Rieu, bien connu, candidat identitaire. Identitaire, vous savez, c'est bloc identitaire, génération identitaire, qui ont été dissous par le gouvernement. C'est rare d'être dissous pour incitation à la haine raciale. Le mouvement est dissous. Ses membres, ses fondateurs, ils sont avec monsieur Chenu. Celle qui s'occupait de ses réseaux sociaux, elle vient justement de toute cette mouvance identitaire. C'est le pire du pire. C'est l'extrême de l'extrême. Ah, ils ne s'en vantent pas, mais elle est là, la réalité. Alors je vais vous dire, oui, les communistes, Katia Pourceau notamment, on s'est battu pour obtenir le lancement des travaux de l'hôpital de Lens. Ce n'est pas avec le Front National, c'est avec une élue communiste. Quand j'ai, avec Alain Bocquet, élu communiste à Saint-Amand-les-Eaux, à nous battre pour obtenir l'installation, l'implantation de Safran dans la région, sur l'industrie, eh bien, je l'assume. Et je le dis et je l'indique clairement, je chercherai en permanence, au nom de l'intérêt général, vous avez entendu ce débat, à faire barrage à des gens qui n'ont pas de proposition, qui n'ont qu'une envie. C'est tout simplement de profiter du malheur, de la colère des gens. Moi, mon rôle, c'est d'apporter des solutions. Je le fais dans les Hauts-de-France. Et je pense aussi que c'est la même logique qui doit l'emporter dans notre pays. Au final, le Front National, c'est quoi? C'est le thermomètre des peurs, des malheurs, des colères. Eh bien, si dans cette région, si les électeurs au premier tour ont décidé de nous placer en tête, c'est peut-être parce qu'ils se rendent compte que sans baguette magique, on se bat pour eux, au nom de l'intérêt général et avec le souci de leur quotidien. Monsieur Bertrand, vous devriez faire attention. Vous voulez donner et décerner des brevets de respectabilité aux uns et aux autres. Vous devriez faire attention. Vous savez, ce n'est pas moi qui, chaque mois, est allé poser mon dernier au club Le Siècle, présidé par Olivier Duhamel, pour dîner avec lui tous les mois, comme vous l'avez fait pendant des années. Parce que moi, il y a des gens qu'effectivement, je ne juge pas fréquentables et que ce système... Olivier Duhamel, politologue, qui a été mis en cause par absolument. Eh bien, qui présidait ce club du système Le Siècle, dont M. Bertrand était un des piliers, qui chaque mois allait dîner avec lui. Bah, vous voyez, moi, je ne vous en ferai pas le reproche parce que vous ne connaissiez... Vous ne connaissiez comment on pouvait y rentrer à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est la vérité, monsieur Bertrand, n'inventez pas des choses. Non. Vous avez fréquenté ces gens, et je vais vous dire, je ne vous en fais pas le reproche, vous ne connaissiez pas l'avis de monsieur Duhamel. Ne venez pas donner des brevets de respectabilité aux uns et aux autres, monsieur Bertrand. Vous n'avez pas de leçon à donner quand vous avez le bilan, on l'a vu toute la soirée. Votre bilan est médiocre, votre ambition est énorme. Vous avez 2 minutes d'avance, s'il vous plaît, messieurs. Karima Delli, je le disais, il y a un aspect inédit dans la liste que vous conduisez, inédit au plan national, où les différents leaders des partis que vous représentez n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi, vous? Eh bien, contrairement à certains, c'est que, tout d'abord, cette élection présidentielle ne nous intéresse pas. Nous sommes concentrés pour la région. Nous sommes mis d'accord parce qu'il y a urgence dans notre région. Une urgence sociale où, vous l'avez dit, le taux de chômage est très fort, le taux de pauvreté
un habitant sur 6 vit sous le seuil de pauvreté, et il y a ces 31% de jeunes qui sont dans le chômage, mais ces 90 000 jeunes qui sont sans rien. Vous voyez, face à ça, il y a aussi cette urgence environnementale. Tout à l'heure, on ne l'a pas assez dit. Nous sommes dans une région où l'espérance de vie, c'est 3 ans de moins que les autres habitants des autres régions. Face à cette situation inédite, vous savez, on n'a pas le temps de blablater. On a pris nos responsabilités, situation exceptionnelle, rassemblement exceptionnel. Et je dois vous dire que je suis très fière d'avoir des socialistes, les communistes avec nous, la France insoumise, les écologistes, la place publique, tous des gens qui ont des talents, des expériences incroyables, parce qu'ils ont un objectif, servir les habitants des Hauts-de-France. C'est possible chez vous, vous pensez que c'est possible au niveau national, Karim Adali ? Ça ne m'intéresse pas de nous comparer à cette élection présidentielle. Ce n'est pas notre élection. Cette élection, c'est une élection régionale. Nous avons un objectif, changer la vie des gens, véritablement pour que ça aille mieux dans leur vie au quotidien. On a un programme très concret, des mesures qui sont fléchées. Vous voyez, une équipe qui est incroyable, qui incarne justement la pluralité de nos territoires, aussi bien du Nord-Pas-de-Calais que de la Picardie, des ruraux, des urbains, des prolos, des étudiants, des enseignants. C'est ça qui fait la force des Hauts-de-France, parce qu'il y a aussi toutes ces personnes, des entrepreneurs, des associatifs, des syndicalistes, qui sont déjà en train de construire le monde. L'objet de ma question, vous le comprenez, c'est comment on met des gens qui peuvent avoir un diagnostic commun, mais des appréciations différentes, Alors, au moyen de les atteindre ensemble autour d'une table. Parce que partout où jusqu'à maintenant ça a été tenté, ça a été un échec. Alors, vous savez, moi je suis la première femme présidente de la commission de transport au sein du Parlement européen. Et j'ai réussi le Parlement européen, vous savez, c'est comme normalement la politique. Personne n'a vraiment raison. Il faut juste respecter les uns et les autres et faire en sorte que nous sommes capables de dégager des majorités sur des points concrets et des valeurs communes. C'est ce qu'on a été capable de faire, parce qu'on a une chose qui nous relie, c'est pas notre destin personnel. C'est le destin de notre région. Et le destin de notre région, c'est de faire de notre région la première région de la transition écologique et de la justice. Elle sera gouvernable, cette région, avec autant d'opinions différentes ? Absolument pas. Nous sommes capables d'avoir... Elle ne sera pas gouvernable ? Non, elle sera absolument gouvernable, parce que nous avons travaillé sur quoi ? Un programme commun. Et tout le monde est d'accord, vous voyez ? Tout le monde est d'accord sur notre programme. Une région n'est pas gouvernable avec les amis de M. Mélenchon. Ça, c'est le premier point. Vous nous avez demandé pourquoi aussi cette question de la présidentielle. Parce que tout ne se règle pas au niveau régional. J'assume toutes les compétences de la région. J'en souhaite d'autres, notamment en matière de santé. Mais pour conduire le redressement de notre pays, ça sera au moment de la présidentielle que ça se réglera. Si vous voulez le retour de l'autorité, mettre fin au désordre que connaît notre pays, c'est au moment de la présidentielle. Et si vous voulez clairement qu'on fasse confiance au territoire, qu'on n'oublie pas la ruralité, ça sera au niveau de la présidentielle que tout ça se jouera. Ce sont les idées que je veux porter. Mais vous voyez, Monsieur Boursier, l'expérience que j'ai pu acquérir ici, le bon sens des gens de la région, ces premiers résultats que chacun voit, pas sur ce plateau, mais que les gens de la région voient, eh bien, je dois vous dire que cela me donne à la fois cette connaissance des enjeux, la connaissance de leurs problèmes et aussi des solutions qui fonctionnent. C'est ça aussi que je veux porter, parce que pour moi, tout commence dans les Hauts-de-France. J'ai une question très simple, Xavier Bertrand, que se posent sans doute beaucoup de nos téléspectateurs. Imaginons que vous soyez réélu. Qui présidera la région ? C'est moi qui présiderai la région. Si vous êtes candidat à l'élection présidentielle et que vous gagnez ce scrutin ? Là, ce sera quelqu'un d'autre qui présidera la région, bien évidemment. D'accord, donc vous avez déjà pensé à ces sujets Non, parce qu'un escalier se monte marche par marche. Et nous avons une deuxième marche dimanche. Que les habitants de la région disent qui va conduire la région. Moi et mon équipe, vous savez, pendant 6 ans, ne pensez pas qu'une région de 6 millions d'habitants, je l'ai pilotée, je l'ai dirigée tout seul. J'ai une équipe, j'ai des gens solides autour de moi. 60 maires sont sur notre liste. Il y a des domaines importants, les lycées. Manuel Martin m'a aidé en tant que vice-présidente. Que ce soit quelqu'un comme Natacha Bouchard, vous savez, que ce soit la tête de l'État, la tête d'une région, d'une entreprise, d'une association, il faut une équipe. Il faut une équipe. Et c'est ma conviction profonde. Je vous donne la parole dans un instant, Sébastien Chenu. Je vous propose juste de réagir à ce que disait Xavier Bertrand. Karim Adali, on ne peut pas gouverner une région avec les amis de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon n'est pas sur ma liste, vous voyez ? Et très simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons cette capacité à rassembler large toute la gauche et les écologistes avec un programme concret.
Et je dirais tout simplement à M. Bertrand, on ne bat pas le Rassemblement national, notamment en reprenant ses idées. Vous voyez, la surenchère sécuritaire, on est d'accord sur le nucléaire, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre notamment le Rassemblement national. C'est justement de faire en sorte que la vie quotidienne des gens, on ne leur fasse pas des fausses promesses comme vous avez pu faire pendant 6 ans, c'est de s'occuper vraiment de la vie des gens. C'est ce que nous ferons. Nous n'aurons pas de fausses promesses, mais nous avons des vraies propositions à mettre en œuvre. Moi, j'ai été élu conseiller régional d'opposition et j'ai vu pendant 6 ans un président sectaire. J'ai vu Xavier Bertrand refuser toutes les propositions, tous les amendements, y compris des choses qui pouvaient paraître bénignes. Par exemple, lorsque nous proposions que les débats soient sous-titrés pour les sourds et malentendants, M. Bertrand l'a refusé. Puis quelques temps après, il est revenu il l'a fait adopter. Mais par sectarisme, il a refusé les propositions que faisait le Rassemblement national, oubliant que derrière nous, ce sont des millions d'électeurs que nous représentons, des millions de Français qui aspirent à autre chose qu'à subir les politiques qu'ils ont faites, qu'ils ont menées pendant différentes années. Moi, je serais le président de tout le monde. Moi, je serais le président des amis de Jean-Luc Mélenchon. Ben oui, je ne partage pas du tout leurs options, mais je serai leur président. Je serai le président des gens qui auront voté pour Mme Dely, pour M. Bertrand, parce que je considère qu'être le président de tous, sans sectarisme, à l'écoute de tous, en associant tout le monde, en unifiant notre région, c'est nécessaire. Les défis qui sont devant nous, ils sont énormes. Moi, je ne vais pas me sauver après cette élection régionale. Moi, je demeurerai ici. Moi, je n'ai pas une ambition hypertrophiée. J'ai une ambition pour ma région. Ça veut dire que si Marine Le Pen est élue présidente de la République, vous ne postulez à rien. Je me consacrerai à cette région à 100%. Donc ça, vous pouvez l'assurer aujourd'hui. Je l'assure, c'est un engagement que je prends. Je ne peux pas vous dire le contraire, vous allez me ressortir les images. Ah oui. M. Bertrand, il y a 6 ans, il faisait le reproche à Marine Le Pen d'être candidate au présidentiel. Aujourd'hui, il fait la même chose. Aujourd'hui, il dit qu'il va faire la même chose. Donc écoutez, ce n'est pas très sérieux, c'est même très cynique. Moi, je crois qu'on ne peut pas unir une région quand on dit aux gens qu'on veut leur casser la mâchoire. Vous savez, ces propos d'une violence inouïe, elles démontrent qu'il y a du souci à se faire pour quelqu'un qui a autant d'ambition pour lui-même. Quand on veut casser la mâchoire d'adversaires politiques, quand on a ce type de propos, on n'est pas au niveau de gouverner ni une région, ni un pays. Et je voudrais juste rappeler une chose, parce qu'on doit se respecter les uns les autres. C'est que M. Bertrand, quand vous pointez notamment les amis de M. Mélenchon, c'est grâce aux amis de M. Mélenchon que vous êtes au poste où vous êtes. Parce que la gauche et les écologistes ont pris leurs responsabilités en 2015 pour faire barrage, notamment au Front National. Et c'est grâce à nous que vous avez ce poste. Donc, soyez un peu humble, M. Bertrand. Monsieur Bertrand. L'attitude de Pierre de Saint-Aignan, de Daniel Percheron, de Martine Aubry, N'essayez c'était pas. bien autre chose comme attitude républicaine que celle d'une partie de la gauche qui a oublié d'être républicaine. Les socialistes et les communistes, je tiens aussi à le dire, ont décidé de se retirer à l'époque. C'est vrai que c'est ce qui m'a permis d'être élu, mais c'est ce qui m'a créé aussi une responsabilité. Je suis resté gaulliste, je ne suis pas devenu socialiste. Mais je sais une chose, c'est quand vous êtes élu, surtout face au Front National, vous devez rassembler. C'est toujours ce que j'ai fait dans ma vie. Vous savez, j'ai des défauts, mais je ne suis pas sectaire. Et Hénin-Beaumont, Villers-Cotterêts, des mairies communistes, socialistes, gaullistes, centristes, écologistes, on a toujours aidé. Au nom de quoi? Au nom de l'intérêt général. Profitons d'être en direct pour faire une petite improvisation, juste avant de passer à la conclusion. En une phrase vraiment, s'il vous plaît, si vous êtes élu ou réélu, quelle sera la première mesure que vous allez mettre au vote, que vous allez souhaiter mettre en place de cette nouvelle mandature à la direction, à la présidence de la région des Hauts-de-France, Karima Dely? Je mettrai en place et j'installerai une convention citoyenne pour le climat, et notamment pour faire en sorte que notre jeunesse ne subisse pas les conséquences du dérèglement climatique. Mais tout de suite, je mettrai sur la table un chèque alimentaire parce que je ne supporte plus qu'on ne s'occupe plus de notre jeunesse. Donc chèque alimentaire, première mesure. Oui, et chèque alimentaire et la gratuité des transports pour les jeunes, parce qu'il est grand temps de s'occuper d'eux. Dans le premier budget, je reflécherai ces 55 millions d'euros de taxes carburant dans la poche des habitants des Hauts-de-France, de ceux qui se lèvent pour travailler ou pour chercher du boulot d'ailleurs, de ceux qui ont besoin de leur voiture pour le faire, de ceux qui chaque matin font des efforts. Je reflécherai, je refilerai aux habitants des Hauts-de-France ces 55 millions d'euros qui finalement leur appartiennent. Et c'est vers les classes populaires, vers cette France qui souffre, que je donnerai ce chèque. Première mesure pour vous, Xavier Bertrand? Dès juillet 2021, le financement de 90% du prix du permis pour les jeunes et ensuite très rapidement la prise en charge d'une partie de la mutuelle pour les seniors de plus de 65 ans, les étudiants et les apprentis.
Nous sommes quasiment à égalité en termes de temps de parole. C'est la fin de ce débat que nous allons terminer comme nous l'avons commencé avec une prise de parole individuelle d'1 minute chacun s'il vous plaît, une conclusion. Un tirage au sort a été effectué. Sébastien Chenu, vous avez été désigné pour être le premier à prendre la parole et répondre à cette question donc en 1 minute. Elle est très simple. Quel président de région serez-vous ? Eh bien, désormais, je pense qu'il est évident que Xavier Bertrand et Emmanuel Macron sont les deux faces d'une même pièce. Je pense qu'après ce débat, chacun a pu mesurer qu'il était évident que le sectarisme, la violence des propos d'un président de région qui a une ambition personnelle le disqualifie pour mener à bien l'avenir de notre région. Il est évident que ce système, il se frotte les mains de cette abstention. C'est ce qui lui permet de tenir. Moi, je suis un homme libre. Moi, je ne dépends de personne. Je ne dépends pas d'Emmanuel Macron et de La République En Marche pour être réélu. Je dépends des Français et des Françaises, de toutes ces classes populaires, des ouvriers, des employés, des soignants, des fonctionnaires de toutes catégories, des jeunes qui ne sont pas allés voter dimanche. Je dépends d'eux parce que c'est de leur avenir dont je veux m'occuper. Parce que moi, je vais rester ici. Moi, je vais travailler pour la région des Hauts-de-France. Donc, je leur dis, nous sommes prêts. Faites-nous confiance. L'alternance est là. Allez voter. Prenez ces 5 minutes utiles pour aller voter et faire confiance au président de région que je serai, qui protégera notre région et qui la fera rayonner. Merci beaucoup Sébastien Chenu. Karima Delli, c'est à votre tour. Quelle présidente de région serez-vous ? Face à ces deux candidats de droite qui sont amis depuis 20 ans, longtemps dans le même parti et qui se chamaillent un peu, vous avez vu sur les plateaux télé, eh ben, ils sont d'accord sur beaucoup de choses, sur le nucléaire, sur la chasse à courre, sur la démagogie de cette surenchère sécuritaire. Désormais, il vous faut une alternative. Et je serai cette alternative, l'alternative notamment de la gauche et des écologistes. Il est grand temps de passer à autre chose. Il est temps de s'occuper, oui, de votre vie au quotidien. C'est la raison pour laquelle je serai une présidente à temps plein. Et ma seule ambition, c'est de vous servir. Ce n'est pas justement de me servir pour vous pour aller à l'élection présidentielle. Absolument pas. Il y a urgence à agir. Alors je serai une présidente qui ouvrira les portes et les fenêtres du Conseil régional. Oui, j'installerai une convention citoyenne pour le climat et avec vous, on inventera les métiers et les filières d'avenir. Nous ferons en sorte que cette région soit une région en pleine santé et donc nous mettrons en place véritablement une garantie santé, mais plus loin. Allez voter. Ne vous faites pas voler cette élection. Je compte sur vous. Mobilisez-vous. Merci Karima Delli. Xavier Bertrand, c'est à vous de terminer. Quel président de région serez-vous ? Au soir du deuxième tour, la fois dernière, j'avais dit « c'est pas la victoire des partis politiques, c'est la victoire des gens, des hommes et des femmes de cette région ». J'ai jamais oublié les conditions de la dernière élection. J'ai jamais oublié que l'ADN de la région, ce sont les hommes et les femmes. C'est la solidarité, c'est l'humain. Quand on fait de la politique, il ne faut jamais oublier qu'il y a des grands dossiers à pousser, c'est vrai, mais qu'il faut s'occuper de chacun, où qu'il habite, quelle que soit sa situation et sa condition. Je crois qu'on n'a jamais parlé autant de la région des Hauts-de-France. Je veux que les gens soient fiers et je veux pouvoir garantir que nos enfants, les petits-enfants, auront un avenir dans cette région, que quand on a un problème dans cette région, on peut rebondir et que clairement, qu'on ait un projet ou un problème, on peut être aidé par le Conseil régional. Et j'ai une autre responsabilité, c'est de faire barrage à ces marchands de haine, d'affrontement, que sont les dirigeants du Front National. J'ai bien tout ça en tête et en responsabilité. Merci beaucoup, merci madame, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Je remercie beaucoup Adrien Lannoy qui était à mes côtés ce soir, Manu Rosti qui réalisait cette émission, toutes les équipes techniques et de production qui étaient là, la rédaction évidemment de BFM Grand Lille et Grand Littoral qui nous a accueillis, que je salue. Et je vous souhaite une très belle soirée sur BFM TV et sur les antennes BFM en région.